Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle, avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je rencontre Gaston Lest. À 29 ans, il a réalisé son rêve. Grâce à ses activités sur Internet, il a pu retourner vivre au Maroc. Je vous laisse, sans plus attendre, découvrir son parcours très inspirant. Bonjour, bienvenue donc sur Développement Royal. Gaston, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, la plupart des auditeurs, je ne sais pas, te connaissent ou te connaissent pas, mais je vais te laisser te présenter. Ça, je pense que ça sera plus simple. Salut Patrick. Déjà, je suis super content de faire cette petite interview. Je te le disais juste avant parce que c'est la première fois que je passe sur un podcast. Donc, merci beaucoup à toi pour cette opportunité-là. Ensuite, donc pour me présenter, donc je m'appelle Gaston Hakim Last. J'ai 29 ans. Je suis franco-marocain. J'ai la chance de pouvoir gérer deux agences en marketing digital. Donc l'une est basée en France, l'autre est basée au Maroc. Donc pour faire simple si tu veux, et après je pense qu'on rentrera dans le détail de mon parcours. Donc je suis indépendant financièrement, donc grâce à mes différents business en ligne. Et aujourd'hui, si tu veux, donc j'ai deux activités. La première activité où j'interviens en tant que consultant pour des indépendants qui souhaitent développer leur business en ligne et leur chiffre d'affaires sur Internet. Et la deuxième activité, qui est une autre de mes passions, qui est tout simplement le Maroc. Et donc là, si tu veux, j'ai un site sur la vie au Maroc, les investissements immobiliers au Maroc. Et puis voilà, je me fais plaisir comme ça entre mes deux passions que sont le Maroc et les business en ligne. Et du coup, grâce à mes business en ligne, donc qui ont pu développer des revenus passifs pour moi, si tu veux, je vis maintenant sous le soleil du Maroc. Ouais, c'est effectivement, on s'était rencontrés à l'époque et on peut le citer puisque c'est quand même quelqu'un qui a favorisé notre rencontre, Goulven Tristan. On s'était rencontrés sur un de ses séminaires. Est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, nous dire quel âge tu as? Donc, tu vis au Maroc, tu nous as parlé un peu de tes activités. Quelle est ta situation familiale? Comment tu te situes par rapport à tout ça? Alors écoute, moi j'ai 29 ans, donc si tu veux, je suis né, j'ai grandi au Maroc, donc toute ma famille, vraiment toute ma famille, on va dire, sont ici au Maroc. Donc c'est un petit peu aussi ce qui a favorisé ma décision de quitter la France pour pouvoir rentrer et revenir vivre ici au Maroc. Donc si tu veux, moi j'étais en France, donc cursus tout ce qui est de plus classique, donc des études supérieures qui m'ont amené à étudier en France, en Allemagne, au Canada. Je suis revenu en France, j'ai terminé mes études supérieures en France avec une année en école de commerce à Marseille. Et ensuite, dans la foulée, j'ai intégré donc une entreprise dans l'est de la France, donc Adidas. Sauf que voilà, chemin faisant, on se rend compte quand même que on a beau décrocher tous ces diplômes, on a beau décrocher un CDI qui est le saint graal promis par la société pour être heureux. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qui me faisait le plus rêver parce que voilà, mon pays natal me manquait, ma famille qui est basée et qui habite au Maroc me manquait, mes proches me manquaient. Et j'ai beau aimer l'Alsace, qui est une super région, mais du coup, si tu veux, voilà, ça a été un petit peu le déclic. Et je me suis dit que voilà, il fallait que je me donne tout simplement les moyens de prendre ma vie en main. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert cet univers de l'infopreneuriat, donc d'entrepreneurs en ligne qui vendent des produits d'information, donc des infopreneurs. Et que dans la foulée, tout simplement, j'ai monté des business en ligne sur Internet pour me permettre de rentrer vivre au Maroc, parce que je voulais rentrer vivre au Maroc, mais je voulais le faire de façon intelligente, c'est-à-dire que je voulais pas rentrer au Maroc pour être salarié. Je voulais rentrer au Maroc tout en étant entrepreneur et tout en étant digital nomade, d'avoir mes propres business en ligne. Et c'est un petit peu ce qui s'est construit au fil des années. Et c'est ce qui me permet, encore une fois aujourd'hui, d'avoir pris la bonne décision et d'avoir quitté un CDI. Pourtant, à l'époque, ça avait choqué beaucoup de monde. Je me rappelle, il y a des personnes qui me disaient, mais t'es sûr quand même, tu veux quitter l'entreprise, tu veux quitter ton CDI, t'as quand même des chaussures gratuites. Et du coup, voilà, donc je suis rentré ici au Maroc et ça a vraiment été une des meilleures décisions que j'ai pu prendre jusque-là. Ok, et donc sur ta situation familiale, tu nous as pas dit, t'es en couple, t'as des enfants? Ah, moi, je suis célibataire. Là, au moment où on enregistre ce podcast, je suis célibataire. Donc voilà, j'ai pas d'enfant. C'est ce qui me permet peut-être aussi d'être vachement focus sur mes
business en ligne. Je sais que les personnes qui sont parents, ben, j'en rencontre souvent, encore une fois, comme lors de mon dernier événement à Marrakech. On me posait la question, on me disait, bah voilà, moi j'ai envie de développer des business en ligne sur Internet, mais tu sais, je suis père de famille, en même temps je suis salarié, donc bah je sais pas trop comment m'organiser, j'ai vraiment pas le temps. Et si tu veux, la discussion, c'est tout le temps la même, quoi, dans le sens où c'est ce que j'explique aux gens. Je leur dis, bah écoute, c'est très simple. Moi, je l'ai fait. J'ai développé des business en ligne pour rentrer et revenir vivre au Maroc pour me rapprocher des personnes que j'aime. Bah toi, il faut que tu te donnes les moyens de réussir justement parce que tu as envie de passer plus de temps avec tes enfants et tu as envie de les voir grandir. Donc pareil, à l'époque où moi j'étais salarié, si tu veux, on pourra revenir dans le détail de comment j'organisais mes différentes journées. Mais très clairement, moi, ce que je faisais, c'est que je me levais, je me rappelle, j'ai fait ça pendant 2 ans, donc je me levais à 4h30 du matin. Je démarrais ma journée réellement, on va dire, à 5h. Et après, je bossais sur mes business en ligne, donc un site sur l'expatriation au Maroc. Et après, je pourrais te donner plus d'infos sur pourquoi j'ai lancé et comment j'ai lancé. Tu te rappelles comment la décision t'est venue en fait de quitter ton job? Qu'est-ce qui a été le déclic, vraiment le moment où tu t'es dit OK, c'est maintenant et pas demain? Ouais, je m'en rappelle parfaitement. En fait, si tu veux connaître toute l'histoire, d'ailleurs c'est rare que je la raconte, mais je vais te la partager. Donc, si tu veux, c'était lors d'un séminaire Adidas pour les salariés et en particulier pour les commerciaux. Il faut savoir qu'on a à peu près, on avait en tout cas à l'époque quand j'étais salarié, on avait 2 séminaires dans l'année où on nous présente les nouvelles collections, donc printemps-été et automne-hiver. Et après, on est censé aller voir les directeurs de magasins pour leur présenter les collections. Et j'oublierai jamais ce jour-là parce qu'en fait, ce jour-là, on a un directeur marketing donc de Reebok, parce que Reebok appartient au groupe Adidas, en tout cas au moment où on fait cet enregistrement. Et si tu veux, en fait, il nous a expliqué le concept des 30 000 jours. Donc, il nous explique, si tu veux, qu'une personne vit en moyenne 30 000 jours. Et si tu veux, il nous explique aussi que, bah, tout simplement, la campagne marketing Reebok des 6 prochains mois va être tournée autour de cette campagne-là pour inciter les personnes à faire du sport. Sauf que, au même moment, si tu veux, à la fin de la journée, j'ai ma mère en fait au téléphone et en fait qui m'explique que mon père a fait un malaise cardiaque, si tu veux, il y avait quelques jours, et elle me dit, bah voilà, on n'a pas voulu te déranger, on savait que tu étais au travail, que tu avais un séminaire très important pour ton boulot, tout ça et tout. Et en fait, elle me dit, bah voilà, pour le coup, ça a été un peu compliqué, tout ça et tout, mais sache que tout va bien et tout. Et en fait, ça m'a vraiment un petit peu servi de déclic, si tu veux, cet enchaînement de circonstances entre le moment où on dit qu'en moyenne, tu vis 30 000 jours. Forcément, tu sors ta calculatrice, tu regardes combien t'en as consommé et combien il t'en reste. Et de l'autre côté, en fait, tes proches qui te disent que bah ils ont pas voulu te déranger à cause de ton travail, alors que pourtant c'était une nouvelle qui était quand même assez grave. Qui plus est, derrière, tu rajoutes les circonstances financières parce que bah voilà, au Maroc, la santé, si tu veux être bien soigné, ça coûte quand même assez cher et donc nécessairement, ça nécessite des budgets pardon qui sont assez élevés. Et si tu veux, en fait, ce soir-là, ça commençait à être un petit peu un espèce de déclic pour moi où je me suis dit, mais là, c'est pas bon en fait parce que j'ai beau avoir un CDI, j'ai un salaire qui est plutôt correct, mais je peux pas forcément aider les personnes que j'aime qui sont dans le besoin. En même temps, je suis loin d'elles, je les vois pas, je profite pas avec elles. Et si tu veux, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à qu'il y a eu ce déclic, quoi, tout simplement, et que j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui pouvait exister, ce qui pouvait se faire. Et je me rappelle que dans les semaines qui ont suivi, j'étais tombé en fait sur une vidéo, bah, je pense qu'on peut dire son nom, hein, de Cédric Anissette sur son programme Quitter la Rat Race. Et c'est un petit peu comme ça en fait que j'ai découvert ce monde de l'infopreneuriat, de personnes en fait qui ont des business en ligne qui sont au service de leur vie et non pas l'inverse. Et quand j'ai découvert ça, pour moi, bah, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce gars? Ta motivation première, c'était effectivement de t'orienter, de faire un choix vis-à-vis de ta vie, de la façon dont tu voulais mener ta vie et surtout d'avoir du temps pour tes proches, quoi. Est-ce que tu as évoqué déjà tes activités, tes différents business? Aujourd'hui, tu m'as dit que tu avais à peu près deux grands types d'activités. Comment se structurent ces business en fait? Quel est ton canal d'acquisition de tes clients et comment en fait tu monétises en fait ces deux activités?
Donc, ce que je te propose, je vais d'abord te raconter un petit peu plus en détail en quoi consistent ces deux activités-là, et après, je rentrerai encore plus dans le détail sur comment je le monétise, et après, voilà. Donc, si tu veux, donc pour te terminer l'histoire, donc voilà, je découvre ce programme, je commence à découvrir un peu cet univers des business en ligne, et se pose un peu la question de la thématique, qui est la question un petit peu qui revient pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne. Une des premières questions qu'on se pose, c'est waouh, mais sur quel sujet je vais me lancer, sur quel sujet me passionne réellement, où est-ce que je suis réellement un expert, encore une fois, lorsque tu réussis à passer ce syndrome de l'imposteur. Et si tu veux, lorsque j'ai commencé à réfléchir, moi, la seule thématique qui revenait constamment, c'était Maroc, Maroc, Maroc. Et j'avais vraiment qu'une envie, c'était de rentrer vivre au Maroc. Et en fait, je me suis pas plus pris la tête que ça, et j'ai lancé un site qui s'appelle donc www.vivreaumaroc.com, donc avec des tirets. Et en fait, voilà, je me suis dit, c'est pas grave. Au pire, je pourrais toujours pivoter plus tard. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important à savoir. En fait, on n'est jamais lié ni attaché. On peut toujours pivoter par la suite. Et donc, j'ai lancé en fait un site qui s'appelle vivreaumaroc.com, où je donnais des conseils, tout simplement sur la vie au Maroc, parce que je me rendais compte que pour quelqu'un qui voulait aller vivre au Maroc, c'était très compliqué d'avoir des informations. En quelle année tu lances Vivre au Maroc, là, le blog? Donc là, je pense que c'était il y a à peu près 4 ans, je crois. 4 ans et demi, hein, à peu près dans ces eaux-là. Donc tu lances un blog WordPress, tu lances ça. Exactement. Donc je lance ça, en fait, c'est un blog WordPress. Donc j'achète un nom de domaine, j'installe un WordPress. J'installe un WordPress dessus. Je te cache pas qu'au début, je voulais juste vite implémenter tout ce que j'apprenais dans la formation. J'avais compris qu'une des clés pour réussir, c'était la vitesse d'implémentation. Et du coup, je me disais, c'est pas grave, on lance. Au pire des cas, plus tard, je pourrais toujours switcher, pivoter. T'étais en mode millionnaire fast lane, quoi, c'est-à-dire un produit pas fini, mais vite, t'avais faim, quoi. Exactement, exactement. En fait, j'avais vraiment commencé à me passionner par ce sujet-là, et si tu veux, moi, je me suis rendu compte à quel point la technique aussi, c'était un sujet qui me faisait passionner, tu vois, de brancher le WordPress, comprendre comment ça fonctionnait avec mon hébergeur de l'époque, comprendre comment tu branchais les plugins, comment tu collectais des mails. Je me rendais compte que j'étais en train de découvrir un nouvel univers, et c'est quelque chose qui me faisait vraiment kiffer. T'as sombré complètement. Désespérément, je dirais même. Dans ta vie de l'époque, là, à cette époque-là, là, tu lances ton WordPress il y a 4 ans, tu as 24-25 ans environ. Comment se passe ta vie, en fait? C'est quoi ton rythme? Tu disais tout à l'heure, au tout début, tu disais, je me levais à 4h30, 5h le matin. Le matin, tu étais sur le blog en train d'écrire, en train de monter ton truc, en train de faire de la technique, etc. En fait, il se passe quelque chose d'assez incroyable, c'est que tu te rends compte que tu es en train d'évoluer personnellement en même temps que tes business en ligne. Et ça, c'est quelque chose de dingue, parce que je trouve que l'entrepreneuriat et les business en ligne, en fait, ils m'ont aussi fait grandir en tant que personne. Et si tu veux, c'est à ce moment-là où je commence à réfléchir. Déjà, je découvre le concept de productivité. Avant ça, je me disais, mais de quoi il me parle? Et là, en fait, je me dis, OK, j'ai très peu de temps. Il faut vraiment que je commence à réfléchir à la meilleure façon d'être productif. Donc, je commence à découvrir des livres comme le Miracle Morning, les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Enfin bref, je commence vraiment à me passionner par ce genre de lecture. Et je me dis, tiens, il y a des personnes qui ont déjà réussi. Je vais essayer un petit peu leur technique, voir ce que ça donne. Et aussi parce que j'avais pas trop le choix, dans le sens où j'avais toujours mon CDI, il fallait toujours que je fasse mes 35 heures, si ce n'est plus. Et du coup, la seule solution que je me trouve, c'est tout simplement de me lever très tôt le matin. Donc mon réveil sonnait à 4h30. Après mon café, mes étirements, tout ça, je commençais à bosser vers 5h du matin. Et, je commence à travailler, si tu veux, et après je commençais à bosser à peu près pendant 2 heures. À 7h, 7h30, je prenais mon petit déj, ma douche, et boum, après je filais au boulot à 8h pour être opérationnel à peu près à 8h30, 9h. Et après là, j'entamais ma deuxième journée de travail avec mon salariat. Donc, si tu veux, je te cache pas que le rythme, il était assez soutenu. C'est quand même un rythme que j'ai tenu pendant 2-3 ans. Mais sur le long terme, tu sens quand même les résultats. Et tu vois, tu me demandais en fait quel impact ça a eu sur ma vie et comment je l'ai géré. À côté de ça, forcément, on va pas se mentir, quand tu te lèves à 4h30, tu fais plus le foufou le soir, quoi. Je veux dire, moi, à 20h30, 21h, j'étais vraiment éclaté. Je demandais qu'une chose, c'était d'aller me coucher. Et forcément aussi, ça commence un petit peu à faire le tri aussi parmi les personnes que tu fréquentes. Tu vois, ça, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais qui est tellement vraie. Je me rappelle
du nombre de fois où des amis me proposaient de sortir en boîte le vendredi soir. Et je leur disais, mais mec, je peux pas sortir en boîte. Je vais pas mettre 50, 100 euros dans une bouteille, une sortie, alors que c'est quasiment 3 mois d'abonnement à Weber, plus différents plugins, tu vois. Quand tu démarres, tu surveilles quand même, tu vois, tes postes de dépenses, tu sais pas trop où ça va te mener, ni comment ça va se faire. Donc, tu surveilles vraiment toutes les dépenses que tu peux avoir. Donc voilà, c'est un petit peu le rythme de vie que j'ai eu pendant 3-4 ans. Je rebondis sur ce que tu dis, Gaston, là. Comment t'es perçu par... t'en as parlé tout à l'heure quand t'as switché, quand t'as quitté ton job, on t'a un peu... on t'a dit, pars pas, mec, il y a des pompes gratos. Comment t'es perçu par ton entourage? Tu te rappelles quand tu montes ce blog, t'en parles pas, tu fais ça en secret, les gens hallucinent? Ou est-ce que tu dis, ouais, tu parles des 3 mois tu vois, tu dis, tu vas en soirée, tu refuses d'aller en soirée pour éviter de dépenser dans une bouteille l'équivalent de 3 mois de ClickFunnels ou d'AdWeber. Est-ce que tu te rappelles avoir parlé de ces problématiques-là, de ces débuts, on va dire, plus ou moins laborieux, enfin laborieux, même tous les débuts sont laborieux. Est-ce que tu te souviens de la réaction de tes proches et est-ce que tu parlais de ça à tes proches? Ben écoute, c'est une très bonne question en fait parce que il y a eu différentes réactions. Mes amis proches, sincèrement, même mes amis très proches, il y en a pas beaucoup qui ont cru en fait en ce que je faisais. Beaucoup ont rigolé, beaucoup se sont moqués. Sincèrement, moi ça me dérange pas parce qu'en vrai, plus tu rigoles, plus tu te moques, plus ça me chauffe et plus j'ai envie de te montrer ce que je vais te balancer dans la gueule. Donc sincèrement, ça me dérangeait pas. Mais c'est vrai que ça devient difficile à vivre si tu veux. Après, moi j'ai eu la chance entre guillemets d'être dans la région Est, dans le sens où il y a un mastermind en fait qui avait commencé à se créer avec d'autres entrepreneurs. Donc si tu veux, le réseau de personnes que je fréquentais a commencé à évoluer en même temps et à grandir et à se développer en même temps que je faisais du nettoyage parmi les personnes que j'avais l'habitude de fréquenter. Donc ça c'est quelque chose d'important. Après, par rapport au travail et par rapport à mon métier de salariat, c'est vrai que j'en avais jamais parlé pour deux raisons. Déjà, premièrement, parce que je me rappelle d'une mauvaise expérience que j'ai eue où j'avais eu un collègue de travail que j'avais fait l'erreur peut-être à l'époque d'accepter sur Facebook et j'avais partagé un de mes articles et qui avait vu le truc, il avait lu l'article, il m'avait dit mais c'est quoi ce blog de blédard, vivre au Maroc, nanana, nanana. Et pour le coup, je me suis dit, ok, bon, c'est pas grave, les résultats finiront par parler. Quand on se lance, tu sais, il y a une grosse traversée du désert, c'est-à-dire qu'il y a que toi et tes rêves qui te servent de gourde d'eau pour traverser ce désert. Et derrière, bah voilà, t'as des personnes qui se moquent, qui rigolent. C'est pas facile, sincèrement. Moi, j'ai même mes amis très proches, mes meilleurs potes, ils ont cru vraiment que j'étais rentré dans une secte. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton délire? Tu vas pas tout jeter, tu vas pas tout sacrifier alors que t'as bossé pendant tellement d'années. Et donc c'est très difficile en fait, c'est très très difficile parce que tu sais plus trop en fait si tu as pris la bonne décision, tu sais plus trop en fait si jamais tu fais les bons investissements, si tu fréquentes les bonnes personnes. Et en plus de ça, il y avait un troisième facteur et c'est quand même bon de le souligner, c'est que moi j'avais lancé un site sur la vie au Maroc alors que j'étais toujours salarié et j'habitais toujours en fait entre la France et l'Allemagne parce que j'habitais du côté allemand de la frontière quand le siège de Adidas France était en France, mais j'avais un site sur l'expatriation au Maroc, tu vois. Donc c'était compliqué entre guillemets même pour moi parce que je me disais mais Gaston, qui es-tu pour donner des conseils sur l'expatriation au Maroc? T'as aucun diplôme de coach en expatriation, t'habites pour le moment, t'as beau être originaire et être né au Maroc et avoir passé 19 ans, mais pour le moment tu n'y habites pas. Et forcément en fait tu commences à te poser plein de questions. Tu te dis mais est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision? Donc pour rien te cacher, non, ça a été très difficile. C'est pour ça que j'ai mis quasiment, je pense, 1 an et demi à 2 ans avant de lancer la chaîne YouTube. Ouais, c'est toujours une question. Enfin, moi, c'est une question que je me suis posée. C'est une question que les auditeurs se posent, les gens de communautés que je rencontre lors des séminaires ou autres. C'est de se dire, est-ce que je sors du bois, quoi? Est-ce que je dis, bon, alors ta femme, tu peux difficilement lui cacher parce que quand elle te voit t'enfermer ou te lever, ou te lever tôt le matin pour écrire des articles, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Elle a l'impression que t'as une double vie, tu vois. Mais c'est James Bond, quoi, le James Bond du blogging. Euh, mais effectivement, tu as d'autres proches, tu as la famille, tes parents, ou ce genre de personnes, ou des collègues. Et les gens se disent, mais est-ce que je dois en parler? Est-ce que je dois garder ça secret? Parce que c'est sûr que si les gens vont dans ta direction, ça peut être une force, ça peut t'accompagner, ça peut te motiver si tu as un retour positif sur ce que tu fais, que les gens te disent ah c'est super, vraiment, t'as raison, vas-y fonce, ça peut que être très motivant. Mais à l'inverse, au début où en plus tu risques d'être pris de doute, comme tu disais, le syndrome de l'imposteur, etc. C'est sûr que si tu as les gens en plus derrière, ils te sabrent, ils se foutent de ta gueule,
bah, c'est terrible, quoi. C'est-à-dire que tu risques de procrastiner, d'avoir encore plus de mal à te lancer. Si la première fois où tu mets ta tronche sur un Facebook Live ou sur un YouTube, tu as tous tes collègues de boulot le matin qui se foutent de ta gueule, c'est terrible, quoi, pour arriver à effectivement à avancer et ça discrédite complètement ce que tu essaies de faire. Ouais, mais tu sais, il y a une image que moi je reprends souvent pour expliquer ça et j'ai l'impression qu'elle parle à beaucoup de monde. Quand on me demande concrètement encore aujourd'hui, d'ailleurs même encore tout à l'heure à déjeuner, j'ai repris cette métaphore-là. Ils me disent mais tu fais quoi exactement? Et je leur explique, je leur dis écoute, si tu as vu Harry Potter ou si tu as lu le bouquin, si tu as vu le film, je leur dis en fait c'est la même chose. Je leur dis en fait tu as des moldus, d'accord? Ça c'est les gens normaux qui sont dans le salariat, ils font leurs 35 heures, métro, boulot, dodo. Et parmi les moldus, en fait, tu as des sorciers, d'accord? Donc, tu as des personnes qui ont un peu hacké le système, ils ont hacké la matrice, ils vivent parmi nous, mais ces personnes-là, en fait, elles sont pas dans le salariat, tu vois, elles sont dans le business en ligne, elles ont des pouvoirs, à chacun son pouvoir, et elles ont des revenus qui peuvent paraître insolents si jamais tu les compares à ton taux horaire. Et c'est pareil, une autre métaphore, c'est comme les X-Men. Quand tu regardes les infopreneurs, bah, t'as plein d'X-Men différents, avec chacun un pouvoir différent. Moi, bah voilà, c'était peut-être la technique avec ClickFunnels, peut-être le Maroc, d'autres ça va être l'immobilier, d'autres ça va être le forex, d'autres ça va être encore, j'en sais rien. Il y a tellement de thématiques différentes, mais c'est un monde dans un monde en fait. Tu vois, c'est vraiment la chose à percevoir, je pense. Et c'est quand tu fais la transition entre le monde entre guillemets normal, le monde moldu, vers ce monde des sorciers, bah forcément voilà que tu perds peut-être des personnes en cours de route. Et paradoxalement, je pense que c'est un sacrifice nécessaire parce que tu sais, j'ai l'habitude de dire en fait que 100% de notre évolution, elle passe par nos rencontres. Et ça, c'est vraiment quelque chose en fait que je revalide à chaque rencontre que je fais. À chaque rencontre que je fais, bah, tu te rends compte que tu as légèrement évolué parce que tu as rencontré une nouvelle personne intéressante qui t'a partagé une technique, qui t'a partagé une idée, qui t'a partagé ce que tu veux, mais qui est dans le partage, tout simplement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ça le plus intéressant, je pense. Super, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, j'ai beaucoup apprécié ta comparaison effectivement avec les moldus. Moi-même, c'est souvent quand j'essaie d'expliquer aux gens ce que j'essaie de faire ou de mettre en place, je leur dis c'est un peu comme ouvrir la boîte de Pandore aussi, c'est-à-dire d'ouvrir cette boîte dans laquelle il y a un trésor et une fois que tu l'as ouvert, tu sais ce qu'il y a dedans, quoi. Et tu peux pas en fait simplement la refermer, la ranger dans un placard et te dire non mais oublie, ça n'existe pas. Tu as découvert en fait un royaume, quelque chose de la magie comme tu dis, et tu as du mal en fait à complètement l'oublier ou fermer la boîte, quoi. C'est impossible. Tu parlais aussi de la comparaison avec Matrice, quoi. C'est exactement ça. Tu as l'impression de voir les lignes de code dans le monde et tu te dis le monde en fait n'est plus réel et c'est où ta réalité en fait change. C'est exactement ça. Finalement, on a vu que tu avais donc tu avais créé donc il y a 4 ans le blog et tu disais qu'après 4 ans de création de blog, finalement, tu as créé le blog et après avoir créé le blog, tu as créé également le YouTube. Et entre les deux, tu as finalement mis 2 ans. Pourquoi tu as mis 2 ans à passer sur YouTube? Ben, si tu veux, disons que moi je suis quelqu'un qui est passionné par la technique. Et c'est au début, si tu veux, ce qui a été un inconvénient, c'est que quand tu es passionné par la technique, tu peux passer des heures et des heures sur la technique à essayer de trouver le bon plugin, à essayer de trouver le bon template, à essayer de comprendre comment tout fonctionne. Et paradoxalement, en même temps, tu vois, tu es quand même aussi dans le salariat, tu peux pas passer autant de temps que ce que tu veux dans le développement de tes propres business. Donc ça a été un mal pour un bien parce que le temps en fait que je passais au développement en fait de mes activités, c'était pas uniquement sur le blog en lui-même, mais c'était aussi beaucoup d'apprentissage, tu vois, vraiment beaucoup d'apprentissage, aussi bien sur la technique. Et c'est, je pense, aussi ce qui paye encore au jour d'aujourd'hui, tu vois, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai la chance entre guillemets d'avoir aussi ces 2 agences en marketing digital et qui fait que je peux accompagner plusieurs infopreneurs. Mais voilà, c'est ce qui a fait aussi que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, réussir à sauter le pas. Quand j'ai créé le premier produit et que j'ai commencé à le lancer,
je te cache pas que ça m'a vraiment fait tout drôle parce que tu as quand même des personnes qui achètent ton produit sur la vie au Maroc et qui t'envoient des cartes postales pour te remercier parce qu'elles ont réussi leur rêve d'aller vivre sous le soleil du Maroc. Et moi, je me rappellerai toujours de cette carte postale que j'ai reçue chez moi pendant que j'étais de l'autre côté de la Méditerranée, dans le froid, c'était en plein hiver. Et j'avais reçu cette carte postale et la personne me remerciait. Et elle me disait, bah écoute, merci beaucoup pour ton programme. Grâce à toi, j'ai réussi mon installation au Maroc avec toute ma famille. Et ça a été aussi encore c'est plein de coups de boost comme ça, tu vois, que le destin t'envoie au fur et à mesure. Et moi, je me rappelle quand j'ai reçu cette carte postale, je me suis dit, mais waouh, c'est tellement extraordinaire de se dire que tu peux apporter de la valeur à des personnes que tu n'as jamais rencontrées, que tu ne rencontreras peut-être jamais, mais que tu arrives à leur apporter de la valeur aussi dans leur vie, que tu arrives à impacter leur vie. Et du coup, tu vois, c'est un ensemble en fait. C'est vraiment une longue traversée du désert où au début, tu fais peut-être pas rentrer beaucoup d'argent, mais tu commences à recevoir quelques commentaires d'encouragement, tu reçois ta première carte postale, tu rencontres quelques personnes intéressantes et boum, tu commences à faire tes premiers euros. Et les premiers euros, je pense que tu fais dans le business en ligne, tu les oublies jamais. Je pense sincèrement qu'on les oublie jamais. Moi, je me rappelle, j'avais fait un mailing vraiment nul. Vraiment, avec le recul, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour envoyer ça? Et j'avais envoyé le mail où je présentais mon programme de l'époque, d'ailleurs toujours actuel, mais que j'ai remasterisé, qui s'appelle Nouvelle vie au soleil. Et j'envoie le mail et au bout d'une heure, j'avais aucune vente. Au bout de 2 heures, aucune vente. 3 heures, aucune vente. Je me dis, bon, ça y est, j'ai fait tout ça pour rien du tout, ça sert à rien. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je sors me changer les idées, tout ça et tout. Et là, boum, la petite notification qui sonne. Et quand tu reçois tes premiers euros, ça fait vraiment plaisir. Tu vois, je me rappelle, moi, j'avais reçu 5 euros. Je suis sorti au resto pour fêter ça. J'en ai eu pour 50 euros. Mais c'est pas grave parce que tu as fait rentrer de l'argent. Et quand tu as compris comment créer de l'argent, comment apporter de la valeur et que tu as compris les mécanismes, tu deviens une espèce d'alchimiste. Tu vois, comme dit Paulo Coelho dans son bouquin, tu deviens un alchimiste. Et après, une fois que tu as découvert la formule, tu peux la reproduire à volonté, quoi. J'ai peut-être pas bien saisi ta réponse sur pourquoi finalement YouTube t'a mis 2 ans parce que finalement tu avais besoin des techniques en fait. Tu t'as mis du temps en fait à assimiler la technique du blog, vraiment à être pointu sur le blog et donc du coup tu as eu du mal à passer sur du YouTube. Tu voulais vraiment être parfait sur une thématique avant de passer à devenir parfait sur la thématique. Bah disons que ouais, effectivement, alors ouais, tu fais bien de me reprendre. Donc effectivement, il y a 2 points. Donc le premier point, c'est effectivement que bah voilà, tu lances le blog. Il y a aussi, tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure on se parlait de sujets en fait à développer sur son business en ligne. Moi, j'avais beau être né au Maroc, avoir grandi au Maroc, j'ai quand même dû énormément me documenter sur l'expatriation au Maroc parce que les procédures n'étaient pas les mêmes, tu vois. Là, j'ai commencé à découvrir des procédures fiscales, des procédures douanières, des procédures d'expatriation, de déménagement. Donc en fait, moi, il y a eu aussi un énorme travail que j'ai dû faire de documentation, en plus du travail de production de contenu. Donc tout ça, ça te prend beaucoup de temps, en plus du temps que tu dois passer effectivement pour apprendre à maîtriser ton blog WordPress, à mettre en place tous tes plugins. C'est pour ça que la plupart des personnes qui se lancent dans le business en ligne, bah voilà, si leur envolée elle est un peu plus lente, bah c'est peut-être aussi parce que voilà, elles sont lancées dans une thématique qu'elles ne maîtrisent pas, qu'elles sont encore en train d'apprendre, qu'elles sont en train de découvrir. Moi, ça a été mon cas. Bon, bien sûr, j'étais facilité par le fait que j'étais né, j'avais grandi au Maroc, mais tu découvres quand même plein de nouvelles procédures. Et après, le deuxième point, qui a fait aussi que ça a pris un peu de temps, c'est, comme je te l'ai dit, c'est que voilà, je n'osais pas encore réellement m'afficher avec ma petite tête, plutôt ma grosse tête sur YouTube, parce que j'avais vraiment peur qu'un collaborateur tombe dessus, commence à me faire des remarques, j'avais peur que la RH me convoque. Je me faisais tout un tas de films, hein, sincèrement, je me faisais tout un tas de films dans ma tête. Et YouTube, c'est aussi très visuel, tu vois. Donc, pour quelqu'un qui habitait entre la France et l'Allemagne, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je filme des paysages qui sont sympas, tout ça. Et je vais pas le faire alors que je suis au bord du Rhin. Donc, du coup, tout ça, en fait, si tu veux, c'est un ensemble qui a fait que ça a pris un peu de temps. Et une fois que j'ai commencé à générer mes premiers revenus uniquement grâce au blog, je me suis senti davantage aussi en confiance parce que je maîtrisais aussi davantage le sujet. Et là, en fait, a démarré un deuxième marathon où quand je partais au Maroc, ne serait-ce que pour 2 semaines de congé pour aller voir ma famille, bah, je me prenais 3-4 jours où j'emmenais ma caméra, je tournais tout un tas de vidéos que j'avais déjà préparées à l'avance.
Et après, quand je reprenais le boulot, bah là, je passais mes journées à faire mes petits montages, à publier sur la chaîne YouTube, mais des vidéos que j'avais déjà préenregistrées quand j'étais au Maroc. Donc, j'allais au Maroc, je prenais par exemple 3-4 jours, je tournais 10, 15, 20 vidéos. Après, je repartais, et j'avais du contenu pour quasiment 6 mois, tu vois. Donc, tout ça, ça prend du temps, ça prend vraiment, vraiment du temps. Et s'il y a un message, franchement, si tu me permets, Patrick, j'aimerais juste faire passer, je profite de ton podcast. En fait, enfin, franchement, c'est le conseil que je donnerais au Gaston qui a démarré dans l'infoprenariat, c'est qu'il faut comprendre quelque chose. C'est que si jamais vous êtes sérieux dans l'idée de vous lancer dans le business en ligne, il faut bien le considérer comme un business et pas un passe-temps. Et si jamais pour vous c'est un business, pour moi, je considère qu'il y a que deux investissements possibles. Soit vous économisez de l'argent et vous investissez du temps, d'accord? Donc, vous allez économiser peut-être sur un plugin premium, mais vous allez passer sur un plugin gratuit. Mais derrière, vous allez passer beaucoup plus de temps à comprendre comment il fonctionne, ou peut-être vous allez passer plus de temps parce qu'il n'aura pas toutes les fonctionnalités. Donc, c'est un exemple. Mais après, derrière, si vous voulez pas investir du temps et que vous préférez mettre de l'investissement en pécunier, donc en argent, bah là, par contre, vous allez pouvoir acheter le temps d'autres personnes. Vous allez pouvoir déléguer, vous allez pouvoir prendre des plugins plus premium, plus qualitatifs. Donc, c'est un business. Et en tant que business, il y a que deux investissements possibles, c'est argent ou temps, d'accord? Après, on peut en rajouter peut-être un troisième qui peut être le capital énergie que vous allez dédier à ça, qui est aussi très important. Mais après, ça, à chaque personne, en fait, de trouver un juste équilibre et un juste milieu entre les investissements qu'ils souhaitent faire entre argent, temps et énergie. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut parfaitement comprendre aussi quand on se lance dans le business en ligne, quoi. À l'époque, donc il y a 4 ans, là, quand tu fais tes activités et enfin, quand tu lances ton blog, pendant 2 ans, donc ce blog, est-ce que tu te rappelles, bon, tu m'as parlé de 5 € de gains, comment ça s'est passé après ta progression, tes revenus? Parce que les gens demandent souvent, en fait, ils disent: «C'est quoi l'intérêt? C'est quoi les perspectives?» Tu vois? Ils entendent dans des podcasts, dans des émissions, des gros chiffres. Bon, il y a tout un parcours, il y a toute ça il y a c'est un parcours initiatique, ça se fait pas du jour au lendemain, on le sait, toi et moi. Est-ce que tu te rappelles, toi, ton parcours, ta progression et quelle progression tu vois même chez les gens que tu accompagnes ou que tu as accompagnés, en fait? C'est quoi un peu le délai et les chiffres? Alors, si tu veux, ma progression à moi, en fait, elle a été d'abord très lente. Pour te redonner le détail du détail, je saurais pas te le redonner avec précision. Je sais qu'en tout cas, c'est des premiers dizaines d'euros en fait qui sont tombés parce que je me suis un peu perdu sur le chemin, dans le sens où au début, je me disais, bah tiens, on va faire un petit peu d'affiliation avec des livres guides sur Amazon. Bah tiens, on va faire un petit peu d'affiliation avec des produits. Je sais pas, tu vois, à un moment, j'avais essayé un petit peu de tout. Je me dit, je vais vendre des guides du routard avec de l'affiliation, tout ça. Et au début, sincèrement, je ramassais vraiment des centimes. Et c'était encore plus même désespérant quand tu reçois le mail d'Amazon en fin de mois te disant bah désolé, t'as pas généré suffisamment pour déclencher un paiement. Donc c'est ce qui fait un petit peu aussi que je me suis perdu et que ça m'a pris aussi un peu de temps parce que j'ai essayé vraiment plein de formules différentes jusqu'au jour où je me suis vraiment tenu à l'idée de lancer réellement mon propre produit. Mais je l'avais pas vendu super cher. Je crois que je l'avais vendu quelques dizaines d'euros, vraiment quelques dizaines d'euros à l'époque. Et ensuite, je sais que là où j'ai eu vraiment beaucoup de mal, c'est quand j'ai dû augmenter le prix pour finalement le mettre à 500 euros. Et la première vente que tu fais à 500 euros, je pense elle te marque vraiment beaucoup. Tu te dis waouh, il y a vraiment des personnes qui sont prêtes à acheter mes conseils, à acheter mes services, à acheter tout simplement le contenu que je peux leur proposer à ce prix-là. Et ça te pète en fait tout simplement des croyances limitantes. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a décollé. Donc quelques dizaines, quelques centaines. Et pour te donner un ordre d'idée, peut-être si jamais c'est plus des points de repère que tu veux, je sais que quand j'ai eu envie tout simplement de quitter Adidas, j'avais déjà commencé à générer l'équivalent d'un SMIC, si tu veux, mensuel. Donc à ce moment-là, ça y est, la décision, elle était déjà actée. Je me disais c'est bon, je peux toujours quitter l'entreprise. Le blog continue de tourner. Là, ça fait déjà quelques mois que j'ai réussi à stabiliser ce niveau de revenu. Et voilà. Et puis en parallèle, j'avais des personnes, si tu veux, qui m'avaient contacté. Et qui m'avaient demandé tout simplement de les aider aussi à monétiser leur audience, à monétiser leur business en ligne parce que voilà, je suis quand même je l'ai dit hein, c'est vrai, j'adore la technique, j'adore ça, les tunnels de vente,
ClickFunnels, tout ça. Et donc voilà, et c'est comme ça un petit peu, si tu veux, que je me suis retrouvé entre ma passion de l'expatriation et de la vie au Maroc et ma passion des business en ligne. Donc ça a pris un peu de temps. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, ta notoriété sur ton blog numéro un, finalement, c'est le cercle vertueux. C'est-à-dire que tu as commencé, tu disais, tu as réussi à faire un SMIC, donc tu avais quoi, à peu près 3, 4 clients à autour de 500 euros par mois. Et parallèlement, des gens de ta communauté, des gens qui voyaient ton blog, etc., qui avaient eux-mêmes un blog, ont commencé à te contacter pour demander des conseils ou du service, un peu comme un freelance. Exactement, exactement. Et en parallèle, tu vois, ça monétise encore une fois à deux niveaux parce que tu te mets à faire de la prestation de service donc pour les autres. Donc pareil, bah tu passes du temps pour eux, mais derrière tu fais rentrer de l'argent. Bah mine de rien, après les gens, bah quand même ils voient les résultats que tu as eu pour toi, que tu finis par obtenir aussi pour les autres. Et en plus de ça, tu as une autre source de revenus qui avait commencé à se créer, qui était encore une fois l'affiliation, mais encore une fois dans le domaine du web marketing parce que bah mine de rien, voilà, quand tu accompagnes une personne qui se lance et qu'elle a besoin, bah, tu vois, peut-être de GetResponse, de ClickFunnels, d'Aweber, d'un autre compte à droite à gauche, bah, tu peux aussi placer tes liens et tout ça, en cumulé, ça te rapporte également des sources de revenus à différents niveaux, tu vois. Tout ça, ça dure, tu quittes Adidas, ça se passe il y a 4 ans. On s'est rencontrés, on s'est connus, nous, il y a 1 an. À l'époque, tu étais encore freelance, tu aidais, les infopreneurs avec justement, leurs solutions techniques. Qu'est-ce qui s'est passé là, pour venir et pour avancer un peu dans le podcast, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an pour toi? Puisque tu as complètement, décollé en fait, tu as complètement switché, accéléré, ta propre carrière d'infopreneur en fait. Exactement. Bah, en fait, il s'est passé tellement de choses, mais vraiment tellement de choses. Mais je pense que le point culminant, c'est encore une fois quand bah, j'ai quitté mon salariat, que j'ai pris un peu de temps aussi pour moi, parce que mine de rien, j'avais eu un énorme marathon, bah, quand même pendant quelques années, à me lever très tôt, à me coucher tôt, à enchaîner. Donc c'était quand même assez éprouvant, on va dire, physiquement. Donc j'ai quand même pris quelques mois où j'avais vraiment envie juste de voyager, de me changer les idées avant réellement de passer encore une fois à autre chose. Et je pense que le gros coup d'accélérateur, il s'est vraiment produit quand je suis venu m'installer ici au Maroc. Là, quand je suis venu, je me suis installé, j'avais beaucoup plus de temps. Et en fait, si tu veux, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que à une personne qui est super optimisée dans l'utilisation du peu de temps qu'elle a, quand tu lui donnes un énorme capital temps, elle arrive à l'optimiser encore plus. Donc, si tu veux, moi, j'avais l'habitude de bosser 3-4 heures par jour. Et là, je me disais, waouh, mais ça y est, maintenant, je peux enfin bosser beaucoup plus, je peux gérer beaucoup plus de rendez-vous, je peux davantage m'organiser, j'ai de compte à rendre à personne. Et tout ça, en fait, si tu veux, en cumulé, quand t'es installé dans un endroit que t'aimes, que t'apprécies, t'es au soleil, t'as une bonne connexion Internet, bah, tout ça, en fait, ça contribue, si tu veux, tout simplement à booster ta productivité. Donc, en 1 an, il s'est passé beaucoup de choses. Mon réseau, en fait, de contacts a continué à se développer. Ça, c'est quelque chose de très important. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, 100% de notre révolution, elle passe par nos rencontres. Donc, le réseau, il a continué à se développer. En parallèle, une fois que je suis rentré au Maroc, bah, j'étais sur place. Donc, j'ai pu produire encore plus de vidéos, rencontrer encore plus de personnes, faire davantage d'interviews, créer beaucoup plus de contenu. J'ai aussi commencé à me constituer une équipe sur place. Donc, j'ai recruté quelques personnes pour m'aider dans le développement de mes activités. Et tout ça, si tu veux, en combiné, fait que bah, une fois que tu as atteint ton objectif initial, qui est de dire bah, je veux rentrer vivre au Maroc sous le soleil, tu te dis bah, ok, bah, maintenant, quel est le nouvel objectif qu'on se fixe? Ça y est, maintenant on l'a atteint, on tourne à quelques milliers d'euros par mois. Bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se dit? Il faut se fixer de nouveaux objectifs. Et c'est ainsi, en fait, si tu veux, que j'ai créé la deuxième agence ici au Maroc, que j'ai lancé, que j'ai créé, enfin on a réalisé là, c'était en octobre dernier, le tout premier séminaire à Marrakech sur l'indépendance financière et les business en ligne. Dans la foulée, j'ai lancé mon premier livre papier, donc un livre qui s'appelle Nouvelle vie au soleil, où je raconte un petit peu bah, mon parcours, comment je m'y suis pris, comment les personnes bah, elles peuvent aussi réussir leur installation au Maroc, qu'est-ce que c'est que le monde de l'infoprenariat, pourquoi c'est intéressant d'en faire tout en habitant au Maroc. Et voilà, et encore aujourd'hui, j'ai plein de projets plein la tête, mais je sais que voilà, maintenant je suis installé, je suis basé ici et ça va devenir mon camp de base si tu veux pour développer tous ces nouveaux projets là quoi. Donc aujourd'hui, le blog Vivre au Maroc existe toujours et parallèlement, tu as lancé donc comme tu disais, l'agence
et donc l'agence qui accompagne ce que tu faisais en fait avant en freelance, tu l'as conceptualisé au sein d'une agence qui gère les différents aspects du business en fait? Exactement, exactement. En fait, si tu veux, c'est une deuxième agence que j'ai montée ici et qui permet toujours d'accompagner des indépendants dans le développement de leur business en ligne. Il faut savoir que la plupart des personnes que j'ai accompagnées, bah, tu sais, on est devenus amis. Donc, moi, ça me tenait à cœur aussi de continuer à les accompagner parce que tu les as accompagnés au tout début, tu les vois grandir, tu les vois croître. Eux aussi, ils ont envie de continuer à travailler avec toi. Donc, il faut quand même te structurer si tu as réellement envie de le faire. En plus, on va pas se mentir, c'était aussi très rémunérateur de continuer cette activité-là. Ça aurait été un petit peu dommage de tout jeter à la poubelle, alors que pendant des années, j'ai travaillé sur moi-même, je me suis formé, j'ai investi en séminaire, en formation en ligne. Donc, c'est une activité que j'avais vraiment envie de continuer. Et tu sais, jamais j'avais prévu en fait de devenir consultant en marketing digital ou en business en ligne. Et très souvent, enfin la dernière fois, j'avais rencontré une personne, elle me disait ouais, mais moi j'ai l'impression que tous ceux qui deviennent indépendants financièrement, ils deviennent business coach et après ils se mettent à faire ci, ça ou ça. Et je lui ai dit ouais, je lui ai dit mais moi tu sais, je l'ai pas vraiment demandé en fait. C'est les gens qui sont venus me voir, qui m'ont demandé des conseils, qui m'ont demandé des services. Et même si au début tu acceptes de le faire gratuitement parce que c'est des potes, bah vient le moment où en fait tu as aussi envie de monétiser cette partie-là parce que tu te rends compte que c'est une passion, parce que tu te rends compte que t'aimes ça et parce que tu te rends compte que bah voilà, tu peux aussi faire de l'argent dedans. Donc tu te retrouves en fait bah, tout simplement coach ou plutôt consultant en business en ligne pour infopreneurs et indépendants sans l'avoir réellement demandé initialement. Et c'était un petit peu aussi le concept du séminaire la Business Web au Soleil que j'ai organisé à Marrakech. L'idée c'était d'allier et ma passion du Maroc et ma passion des business en ligne. Ton livre que tu as sorti, tu l'as fait en auto-édition ou tu es passé par un éditeur? Alors, je l'ai fait en auto-édition. Pour le moment, pas sur Amazon. Je voulais garder le contrôle, si tu veux, de la stratégie commerciale. Comme je l'ai dit, moi, je suis un passionné de la technique, tu vois, et j'avais vraiment envie de tester un tunnel de vente sur un livre au format papier, de tester un tunnel de vente sur un produit physique et plus juste un produit, on va dire, digital. Et du coup, donc c'est pour ça en fait que je suis passé par les services d'une plateforme. Je pense qu'on peut citer leur nom. Il s'appelle Fantastic Book. Fantastic Book, si tu veux, se branche de façon automatique à ton tunnel de vente. Donc moi, je me suis spécialisé sur ClickFunnels pour faire mes différents tunnels de vente. Donc Fantastic Book se branche avec ClickFunnels et c'est 100% automatisé. Donc ils impriment au fur et à mesure que tu as réellement besoin et au fur et à mesure que tu reçois des commandes. Fantastic Book reçoit bah, tout simplement la commande via ClickFunnels. Ils mettent le livre dans l'enveloppe, ils l'envoient. On peut personnaliser aussi le processus. Moi, les personnes qui achètent le livre, elles reçoivent une lettre au format papier qui est personnalisée. Là, on va pousser ça encore plus loin. Et c'est 100% automatisé. Et c'est justement le fait que ça soit automatisé qui me permet de garder du temps pour développer d'autres activités en parallèle. Donc pour le moment, il est auto-édité, il est automatisé et il est 100% géré par différents services en ligne. C'est super et la question se pose, hein, les gens qui écrivent un livre. Moi, je suis en train de finir l'écriture de mon livre, je l'ai déjà dit un peu sur le podcast. Quel est au-delà de l'aspect marketing et communication sur ton livre, pourquoi avoir fait le choix en fait de cette solution plutôt qu'Amazon en fait? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce qu'il y a également une différence de gains sur le livre potentiellement? Ben, écoute, je vais être honnête avec toi, j'ai pas encore vraiment creusé le sujet à fond sur Amazon. Moi, je suis juste un gars qui est super curieux et c'est possible que là, dans 6 mois, tu vois, je décide complètement d'arrêter l'auto-édition et d'aller rencontrer un vrai éditeur pour lui dire, tiens, ça me ferait kiffer d'être à la Fnac, juste parce que ça y est, j'ai fait le tour du tunnel de vente du livre auto-édité et que je suis curieux de voir en fait quelle stratégie commerciale on peut mettre dans des différentes librairies. Donc, au-delà en fait de l'aspect pécunier, parce que bah là, c'est pas en fait ma priorité de gagner de l'argent avec le livre. D'ailleurs, on n'en gagne quasiment pas, même si les marges sont plus intéressantes que quand tu passes par un éditeur. Ma priorité, c'était vraiment juste de pouvoir implémenter en fait ce que je découvrais, de voir un petit peu comment est-ce que je pouvais mettre ça en place. C'est à la fois un avantage en fait d'être passionné par la technique et c'est en même temps des fois très piégeux parce que tu te rends compte que tu passes beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup de temps à tester plein de solutions différentes. Mais paradoxalement, ça n'a jamais été quelque chose qui me dérangeait parce que tu vois, encore aujourd'hui, moi je sais qu'une grosse partie de mon évolution, elle est due
tout simplement aux différentes personnes que j'ai accompagnées, parce que quand tu accompagnes 5, 6, 7 entrepreneurs en même temps et que tu gères 5, 6, 7 business en ligne en simultané, tu apprends en vitesse x5, x6, x7. Et ce que tu apprends chez l'un, tu peux le démultiplier chez les autres. Et l'erreur que tu as commise chez l'un, tu peux l'éviter à tous les autres. Et aussi bien que ce soit pour moi que pour celle des personnes que j'accompagne, c'est quelque chose de super intéressant, parce que moi, je valorise énormément ça, en fait. Tu vois, Patrick, je valorise beaucoup ça, en fait, ce que j'apprends. Et c'est pour ça que je te dis, au jour d'aujourd'hui, la stratégie, elle est jamais figée. Elle va évoluer, ça c'est certain. D'ailleurs, je pense que c'est un truc que les gens ils doivent comprendre. Tout ce que vous décidez n'est jamais figé, en fait. Demain matin, vous vous levez, en 3, 4, 5, allez, 10 clics maximum, vous pouvez décider de switcher complètement de stratégie. Les prix, les gens ils me disent au début, ouais, mais je sais pas quel prix mettre. Je dis, mais c'est pas grave, balance un prix. Au pire des cas, tu peux toujours pivoter par la suite. Si jamais tu vois que tu as été trop haut ou trop bas, c'est pas grave. T'es flexible, t'as le droit à l'erreur. Donc, accorde-toi le droit à l'erreur, mais juste lance-toi, implémente, teste, apprends et itère pour continuer de progresser par rapport à ça. Le livre, tu l'as écrit en combien de temps? Combien de temps ça t'a pris d'écrire ce livre? Quelle routine tu t'es mis? Tu vois, je trouve ça intéressant aussi d'échanger sur ces processus de création de contenu. Moi, c'est quelque chose que je traverse régulièrement. Je suis en train de finir de mettre la main au livre. Comment tu t'es organisé? Combien de temps ça t'a pris? Écoute, ça m'a pris, je pense, bien un peu plus d'un an pour 2 raisons, voire même 3 raisons. En fait, la première raison, c'est que je suis quelqu'un de pas super bien structuré. Tu vois, je suis vraiment pas quelqu'un de super structuré. Tu vois, par exemple, très souvent quand je raconte l'histoire de vivreaumaroc.com, les gens me disent, mais t'es fou en fait d'avoir lancé ça sans même avoir fait de sondage pour voir s'il y a des personnes qui étaient réellement intéressées d'acheter une formation sur la vie au Maroc. T'aurais pu passer des heures et des heures pour créer un produit qui est complètement pas du tout demandé. Mais à l'époque, je me disais, je m'en fous, tu vois, j'ai juste envie d'implémenter, de tester, de voir ce que ça donne. Et j'ai créé un site sur l'expatriation au Maroc. Le livre, je me suis dit, j'ai envie de tester, j'ai envie d'écrire un livre au format papier. En plus, j'ai un de mes meilleurs potes, donc peut-être que je pense que tu dois le connaître, Raphaël Carteni, qui en a écrit 2. Et c'est une personne avec qui on a démarré dans les business en ligne. Alors lui, il en est déjà à son 2e bouquin. Et tu vois, ça fait typiquement partie des personnes que tu rencontres qui continuent constamment à te tirer vers le haut, parce que je voyais son avancée, je me disais, mais putain, j'ai pas le droit de rester en arrière, il faut vite que je le rattrape, que je le redépasse. Et puis voilà, on se tirait constamment vers l'avant. Donc première raison, tout simplement, j'avais envie de tester l'écriture d'un livre, j'avais envie de me lancer ce challenge-là, c'est ce que j'ai fait. Après, pourquoi ça a pris encore une fois si longtemps? Moi, je trouve que ça m'a pris beaucoup de temps. C'est parce que je voulais écrire un livre, mais j'étais en fait, si tu veux, partagé entre ma passion du Maroc et ma passion du business en ligne. Et je voulais pas écrire un livre qui soit temporel. Ça veut dire, je voulais pas écrire un livre en fait où j'allais te parler de la fiscalité franco-marocaine, du déménagement et des taxes douanières, alors que peut-être dans 6 mois, les lois auront changé, les prix auront été modifiés et ce livre, tu aurais pu le jeter à la poubelle. Je voulais vraiment écrire un livre. Et d'ailleurs, ça, c'est un conseil que je donne à toutes les personnes qui font de l'infoprenariat. Chaque action que vous faites, elle doit toujours être intemporelle. Comme ça, vous continuez toujours à percevoir les fruits en fait de vos efforts. Et en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de complètement switcher. Là où initialement je devais écrire un guide sur l'expatriation au Maroc, j'ai décidé de complètement pivoter. Donc si tu veux, ça s'est produit au bout de 3, 4, 5, 6 mois. J'ai décidé de complètement switcher et je me suis dit, attends, on va pas faire ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais donner quelques conseils qui puissent être intemporels sur la vie au Maroc, mais je vais surtout leur partager mon histoire plus dans le détail, quelles erreurs j'ai fait, qu'est-ce que je leur recommande, comment est-ce que j'ai fait pour monter ces business en ligne, pourquoi j'ai décidé d'aller au Maroc, comment est-ce que je le vis au quotidien, comment s'est passé mon investissement immobilier au Maroc. Je voulais en fait en même temps leur partager mon histoire, en même temps leur partager mon expérience et en même temps leur donner envie peut-être de découvrir un nouveau pays, un nouveau monde, celui des sorciers, tu vois, comme on se le disait tout à l'heure dans Harry Potter. Donc c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps, parce que là où par exemple certains potes me disaient, mais Gaston, pose-toi, prends une feuille blanche et écris le sommaire. Une fois que tu as fait ton sommaire, écris ta conclusion. Une fois que tu as fait ta conclusion, après commence à écrire les différentes parties de ton livre. Moi, j'ai pas du tout fait ça en fait. Chaque jour, je me mettais devant Word et je me disais, ok, aujourd'hui, j'ai envie de leur raconter comment s'est passée ma démission, enfin la rupture conventionnelle et mon départ de chez Adidas. Aujourd'hui, je viens de revenir chez le notaire, je vais leur raconter comment ça s'est passé, mon achat et mon investissement immobilier. Et en fait, à chaque fois que je finissais ces parties-là, tu te rends compte que tu as écrit un livre sans forcément peut-être s'en t'en rendre compte. Il y a quand même un fil conducteur qui est, entre guillemets, la vie de Gaston.
qui est quand même la vie de Gaston. Et en fait, ce livre, tu vois, il démarre au moment où je m'apprête à prendre l'avion, où je quitte tout simplement la France pour rentrer définitivement m'installer au Maroc. Et il se termine, je vais pas spoiler, mais il se termine quelques jours avant le séminaire à Marrakech. Donc en fait, l'intervalle du livre, si tu veux, il a lieu en quasiment, allez, peut-être 3-4 ans, quoi. Donc c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps, parce que je suis beaucoup revenu aussi sur toute l'idée que je voulais développer dans le livre. Et je vais être honnête avec toi, je suis très mauvais en orthographe et je suis très mauvais et je suis très mauvais aussi en rédaction. Donc je suis passé aussi par les services d'une personne qui m'aidait à relire. En fait, je lui envoyais mes chapitres. Elle relisait, elle corrigeait les fautes d'orthographe, parce que c'est là où je me suis rendu compte que c'était un vrai métier. Et aussi parce que je voulais pas me polluer l'esprit à me dire, mais attends, comment est-ce que je vais formuler cette phrase? Comment est-ce que je dois formuler ça? Comment est-ce que je le tourne? Je voulais juste produire, tu vois, j'étais en mode, je me lève, j'avais ma routine, j'ouvrais mon Mac, j'ouvrais Word, café, boum, et je commençais à écrire, et je lui envoyais, et après c'est elle, après plusieurs échanges, en fait, elle savait plus ou moins quelle patte je voulais donner au livre, donc après elle recorrigeait, et de temps en temps elle reformulait quand c'était nécessaire. Du coup, tu as une agence aussi de marketing digital et tu accompagnes les anciens infopreneurs. Un auditeur qui voudrait s'offrir les services de ton agence et de ton équipe, qu'est-ce que ça représente comme coût en fait? Quel est l'investissement pour pouvoir être accompagné de quelqu'un comme toi, Gaston, aujourd'hui? Écoute, si tu veux, au jour d'aujourd'hui, les accompagnements individuels, j'en fais de moins en moins, tout simplement parce que je préfère accompagner des personnes sur le long terme, tu vois, vraiment dans le développement de leur business. Pour être totalement transparent avec toi, au jour d'aujourd'hui, quand une personne vient me voir et qu'elle veut qu'on bosse ensemble, par exemple pour 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Si tu veux qu'on parle chiffres, moi je facture 500 euros de l'heure. Par contre, je suis conscient que pour une personne qui débute, c'est très 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 compliqué, voire même quasi impossible de mettre autant. D'accord. Après, bien sûr, ça dépend des personnes. Et en fait, j'ai pas envie que ça puisse être un frein bloquant, parce que je me dis que si le Gaston qui a démarré il y a quelques années en arrière, il avait envie de réussir et que j'avais envie de l'aider, c'est sûr qu'il irait jamais voir une personne qui pourrait lui facturer si cher. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, là, je peux te l'annoncer, je pense en exclu, mais dans quelques mois, je vais lancer tout simplement un club privé, un espèce de club privé où contre une compensation financière, si tu veux, tu pourrais être inscrit à l'année, et dedans tu pourrais retrouver un ensemble de formations que j'ai déjà créées qui te permettraient de te lancer dans le business en ligne en prenant le meilleur départ possible, d'avoir accès aussi à tout mon réseau, et j'inclurai, je pense également à ce club privé, tout simplement un accès à mon séminaire annuel Business Web au Soleil, qui a la particularité d'être à Marrakech, qui a la particularité d'être en all inclusive. Ça veut dire que les personnes, quand elles achètent leur place pour venir, elles viennent tout un week-end. Donc elles sont en pension complète dans le resort 5 étoiles, et elles ont une chambre depuis le vendredi. Le vendredi 14h, elles font le check-in jusqu'au dimanche midi, heure du check-out, avec toute la journée de samedi en mode séminaire et la soirée VIP du samedi soir. Donc ça, c'est une formule que je voulais vraiment mettre en place, d'ailleurs, qui a super bien fonctionné cette année, parce que tu vois, le Gaston, encore une fois, qui a démarré dans l'infoprenariat, il n'avait pas forcément les moyens de se payer une soirée VIP à plusieurs centaines d'euros, et pourtant je me rendais vraiment bien compte que c'était là-bas qu'il fallait être, parce qu'il y avait des personnes beaucoup plus avancées que moi qui me feraient gagner beaucoup de temps en me partageant leur savoir. Et c'est pour ça en fait que je voulais vraiment que tout le monde reste en immersion dans le même lieu, puisse continuer à échanger, parce qu'on fait énormément de networking et t'apprends énormément en off, au-delà des intervenants, t'apprends énormément en off, et c'est pour ça que je voulais en fait créer cette formule-là. Donc pour reprendre ta question, une personne aujourd'hui qui souhaite être accompagnée par mon équipe et moi, la meilleure formation, enfin la meilleure possibilité, c'est de rejoindre tout simplement le club privé. Et il y a un coaching commun 1 fois par mois, il y a accès au séminaire, pension complète, 1 fois par an à Marrakech, il y a toutes mes formations, il y a tout mon réseau. L'objectif, c'est vraiment de faire réussir un maximum de personnes, parce que comme je te dis, quand tu arrives à un certain seuil de revenus, tu le fais vraiment plus trop pour l'argent, mais tu le fais vraiment pour le plaisir de partager, pour le plaisir d'échanger, pour le plaisir tout simplement de voir aussi d'autres personnes réussir et d'autres personnes impacter le monde, tu vois. Enfin, je pense qu'on n'en avait pas encore parlé, toi et moi, Patrick, mais tu vois, ce qui me rend super fier, c'est que lors du dernier événement à Marrakech, on a réussi à collecter de quoi construire 2 nouvelles écoles dans le sud du Maroc, et je suis vraiment super fier de ça, parce qu'un de mes objectifs, maintenant que je me suis installé ici au Maroc, c'est d'écrire
l'histoire du Maroc et d'impacter la vie d'un maximum de personnes. Et c'est ce que j'ai expliqué aux participants. Ils étaient 150 à cette première édition à Marrakech. Et je leur ai dit en toute honnêteté, je sais pas s'il y aura une nouvelle édition, mais j'aimerais qu'on laisse un héritage. Et avec un partenariat que j'ai avec une fondation ici au Maroc, une nouvelle école pour la construire, la faire sortir de terre, qu'elle puisse avoir un fonds de roulement, qu'elle puisse être équipée, c'est, on va dire, à peu près 30 000 euros. Et en 45 minutes, on a collecté, allez, peut-être 72, 75 000 euros. Donc, on va faire 2 nouvelles écoles. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très puissant. Parce que, tu vois, écrire un livre, c'est bien, tu transmets ton savoir. On est tous là à parler d'indépendance financière, à parler de business en ligne, à parler de liberté. Mais quand on revient un peu à la base, on se rend compte qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément la chance d'avoir une éducation de qualité, qui ont peut-être tout simplement pas la chance de pouvoir aller à l'école. Et c'est un peu ma façon à moi, en tout cas, de rendre de rendre l'appareil, en tout cas. Donc voilà, je suis content et j'espère que chaque année, on pourra aller encore plus loin dans cet objectif d'écrire l'histoire du Maroc, quoi. Je trouve ça très intéressant et c'est un thème que j'aborde de temps en temps avec les interlocuteurs que je reçois sur, j'aime bien les 6 règles d'Arnold, que j'aime bien partager et la règle numéro 6, c'est «Do something for your community». C'est vraiment le fait qu'effectivement, à un moment ou un autre, tu as su recevoir, tu as bénéficié de quelque chose de la part de quelqu'un de façon désintéressée et de ne pas oublier qu'effectivement, il faut savoir, rendre ce que tu as reçu à un moment donné. Donc je trouve ça effectivement un concept très intéressant, surtout quand tu peux te permettre de le faire financièrement, d'avoir effectivement un côté un peu altruiste, désintéressé et de participer, on va dire à un monde meilleur, hein, si on peut s'exprimer ainsi. Cette capitalisation qui s'est faite en 45 minutes, vous l'avez fait comment en fait? C'est les gens de ton séminaire, tu as fait une annonce en fait et 45 minutes après, les gens avaient un lien de paiement, ils ont donné de l'argent? C'est une question super intéressante. Alors en fait, si tu veux, au début, quand j'ai commencé à réfléchir à la formule, je me suis dit, premièrement, il me faut un partenaire sérieux. Parce que j'ai pas envie de gérer toute la logistique de la création de l'école. Et le hasard, ou plutôt, j'aime bien dire qu'il n'y a jamais de hasard. J'ai rencontré la présidente de la fondation lors d'un repas ici à Casablanca. On a sympathisé, on a accroché. Elle m'a parlé de son programme donc qui s'appelle Preschool Heroes. Et en gros, si tu veux, il te crée une cagnotte, tout simplement. Et lorsque tu as atteint 300 000 dirhams, donc on va arrondir à 30 000 euros, tu as réuni les fonds, tout simplement pour pouvoir faire construire une nouvelle école dans des régions qui sont un peu enclavées. Et je lui ai dit, écoute, moi, je vais faire venir des entrepreneurs du monde entier et on va faire construire une école. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, ouais, pourquoi pas? Elle m'a dit, on n'a encore jamais vu ça et je pense que ça va être un peu compliqué, mais si tu as besoin de notre aide, on est là. Et encore une fois, voilà, elle parlait comme une moldue parce qu'elle connaît pas ce monde, tu vois, où il y a autant d'argent qui circule, elle connaît pas, c'est la qualité de toutes ces personnes qui étaient là. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est un petit peu de me poser la même question qui m'a toujours animé. Quel est le but, quel est l'intérêt de chacun de faire ça? Et en fait, à partir du moment où tu comprends ça, tu te dis, OK, les gens, ils sont peut-être bienveillants, mais il faut quand même qu'ils puissent avoir un intérêt à faire ça. Et ça, en fait, c'est toujours te demander quelle valeur tu peux apporter aux autres personnes quand tu veux, toi, réussir à atteindre ton objectif, quelle valeur tu peux apporter. Et du coup, en fait, ce que j'ai imaginé et qui a plutôt bien fonctionné, c'est une espèce de triade. Donc, en gros, si tu veux, moi, j'ai dit aux intervenants qui étaient venus là, je leur ai dit, voilà, vous allez venir, vous allez monter sur scène, vous allez intervenir, raconter, partager votre savoir. Et en fait, à la fin de la journée, moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est faire une collecte de dons. Est-ce que vous serez d'accord d'offrir une de vos formations au choix à une personne qui ferait un don minimum de 400 euros? Donc, tous les intervenants, et d'ailleurs, si tu le permets, j'aimerais les citer vraiment pour les remercier de leur générosité. Donc, il y avait David Marouani, il y avait Alban Tougeron, il y avait Olivier Roland, il y avait Steve Abdelkarim, il y avait Saïd Amzil, il y avait, oh là là, j'espère que j'en oublie aucun, Sonia Pereira. Et il y avait donc moi comme intervenant, et il y avait aussi mon experte comptable qui était venue et qui avait parlé d'optimisation fiscale et des avantages à créer son entreprise au Maroc, qui offrait, alors elle pour le coup elle avait pas de formation, mais elle offrait en fait les frais de création d'entreprise à toutes celles et ceux qui faisaient un don. Donc le palier il était à 400 euros et du coup quand j'ai pris le micro en fin de journée, tu vois je me suis fait plaisir parce qu'en fait j'ai implémenté toutes les techniques de vente, de marketing direct, de copywriting que j'ai mis
peut-être 4-5 ans à apprendre, tu vois, et j'avais vraiment envie d'essayer de faire de la vente sur scène parce que faut savoir quelque chose, et tu vois, je l'ai encore jamais raconté, mais quand j'ai commencé à réfléchir à cet événement, j'ai posé la question à d'autres personnes qui organisaient en fait des séminaires, et je leur ai dit, c'est quoi le conseil que tu me donnes? Et en fait, ils m'ont dit, Gaston, faut que tu saches un truc, quand tu vas organiser ton événement, en fait, tu vas perdre de l'argent. Et pour éviter ça, il faut soit que tu vendes une formation en ligne en amont, d'accord, donc avant l'événement, couplé donc à ton séminaire physique, soit sinon tu vends ta formation sur scène directement pour faire rentrer du cash après l'événement. Sauf que moi, ça me mettait mal à l'aise, j'avais pas envie de vendre, j'avais juste envie que les gens viennent, vivent une expérience extraordinaire, et je voulais vraiment écrire l'histoire du Maroc, donc j'ai dit non, on va rien vendre. Par contre, je veux utiliser toutes les techniques de vente que j'ai apprises sur scène, et en gros, je vais passer le pitch parce qu'il a duré 40 minutes, mais en gros, j'ai dit aux participants, voilà, si jamais vous faites un don de 400 euros, vous repartez avec le méga pack de formation qu'on a constitué avec tous les intervenants. Et je pense qu'en même temps, la valeur, elle était là, tu vois. Il y en avait pour à peu près 4-5 000 euros de contenu et de formation qui ont été offerts. Et comme ça, tout le monde y trouvait son compte. C'est pour ça que je te disais, essaye de trouver comment vous pouvez apporter de la valeur aux gens. Et là, le triangle, il était complet. Ça veut dire que les intervenants, en fait, ils contribuaient en offrant une formation aux participants. Les participants, eux, faisaient un don pour la fondation, et la fondation, elle collectait des fonds pour après construire ces écoles. Et il s'est passé quelque chose vraiment de magique à ce moment-là, vraiment quelque chose de magique quand la première personne a levé la main pour faire son don, c'est que c'est parti en cacahuète comme pas possible. Le micro, il arrivait même plus à circuler trop rapidement. On était là, moi je donne 400 euros, je donne 500, moi je donne 1000, moi je donne 2000. Je vais préparer une vidéo là, je vais la sortir bientôt, où tu vois, mais c'était la folie, mais c'était vraiment la folie. Tu avais l'impression d'être dans une salle des enchères comme pas possible, sauf que c'était bienveillant et ça partait dans tous les sens. On était là, moi je donne 2000, je donne 1000, moi je donne 1500, ça partait dans tous les sens. La présidente de la fondation, elle m'a appelé, elle m'a dit, hey, qu'est-ce que tu fous, le serveur il a sauté, Maroc Télécom, ils étaient pas prêts et tout. Et du coup je lui ai dit ouais, mais je t'ai dit qu'on allait faire une école ou pas? Elle m'a dit ouais, mais je pensais pas que c'était si rapide. Mais moi je lui ai dit mais t'as cru que je blaguais avec toi ou pas? Je lui ai dit les gens ils sont chauds, et voilà, et je suis super content parce que les gens sont venus, ils ont passé un bon moment, ils ont découvert le Maroc pour une partie d'entre eux, ils sont repartis avec encore plus de contenu que ce qu'ils étaient venus chercher, ils ont écrit l'histoire du Maroc avec moi, ils ont impacté la vie d'enfants qu'ils connaissent pas, qui rencontreront un jour parce qu'on va prévoir une inauguration des deux écoles, et voilà, et c'est cool, et j'ai vraiment aimé ça, tu vois, et on le fait pas pour l'argent, bien sûr l'argent est là, l'argent circule, moi je pense que l'argent c'est une énergie, il faut la faire circuler au maximum, et voilà, et franchement on a tous kiffé, sincèrement je pense que c'est le mot à retenir, on a tous kiffé on a tous kiffé ce moment-là, quoi. On a vu toutes tes activités. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as parlé d'investissement immobilier, est-ce que tu fais d'autres investissements crypto, physique, bourse, immobilier justement? Est-ce que tu fais d'autres activités? C'est une très bonne question. Alors moi, c'est business en ligne. Après, je fais beaucoup de transitions de l'argent que je gagne sur le business en ligne vers l'immobilier. J'encourage vraiment tout le monde à diversifier au maximum. Au moment où on enregistre ces vidéos, il y a tout le monde qui commence un peu à flipper. L'algorithme Facebook a commencé à clôturer certains comptes. On entend parler de l'article 13 sur YouTube qui voudrait fermer plein de comptes de YouTubeurs. C'est les aléas de l'infoprenariat, tu vois. Il y a toujours des news, il faut savoir les gérer. Mais la leçon à retenir, c'est qu'il faut vraiment diversifier au maximum. Donc moi, je fais beaucoup d'immobilier ici au Maroc. Par rapport à de l'immobilier français que les auditeurs peuvent connaître avec différents types de produits, tu fais quel type d'immobilier? Tu fais de l'immeuble de rapport, tu fais de la location courte durée, tu fais quoi comme type d'immobilier? C'est une bonne question. Alors pour le moment, je fais peut-être pas encore d'immeuble de rapport. Là, j'ai acheté un appartement qui est en périphérie de Casablanca, donc à Darboisa. Donc c'est un appartement que j'ai acheté sur plan. D'ailleurs, je raconte l'opération dans mon livre. J'explique pourquoi je suis satisfait, pourquoi j'ai été déçu. Parce qu'au Maroc, vaut mieux acheter un truc que tu vois que sur plan, parce que le résultat final est toujours, t'as toujours un degré de surprise à anticiper. Mais malgré tout, je regrette pas de l'avoir acheté parce qu'il s'est passé plein de belles choses grâce à cet appartement. Donc, je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Après, je fais aussi de la location saisonnière, plus dans le centre de Casablanca, près de la gare Casa Voyageur. Et donc voilà, si tu veux que je te donne un ordre d'idée au niveau de prix, donc c'est un appartement qui fait donc c'est un appartement familial, donc dont on a récupéré la gestion locative, qui tourne super bien sur Airbnb. Donc, il fait à peu près 110 mètres carrés.
il est loué à peu près à 80 euros la nuit. Et après, donc, tu as 20 euros de frais de ménage et après, on rajoute jusqu'à 40 euros supplémentaires selon qu'ils viennent entre 4 à 8 personnes. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal pour le Maroc, où je le rappelle. En tout cas, au moment où on fait cette vidéo, le SMIC, en tout cas, le SMIC, enfin, même pas le SMIC, le salaire minimum, il est à peu près, on va dire, à peut-être 200 euros, tu vois, 220 euros. Donc, quand tu arrives à faire des nuitées pareilles, c'est quand même pas mal. Mais il y a énormément à faire. Il y a énormément à faire au Maroc. Et je vais pas sortir mon drapeau marocain et commencer à faire la publicité du Maroc. Mais sincèrement, il y a énormément d'opportunités business. Et juste, si tu le permets, Patrick, juste, je finis juste de te répondre là-dessus. Faut savoir qu'il y a énormément d'avantages fiscaux à créer son entreprise au Maroc. Mon experte comptable, elle en avait parlé sur scène à Marrakech. J'en ai reparlé dans le livre. En fait, il faut savoir que quand on a une entreprise au Maroc qui fait de l'exportation de services, donc typiquement de l'infoprenariat, en fait, on est exonéré d'IS tout simplement lors des 5 premières années. Et on est également exonéré de charges patronales pour les deux premiers salariés recrutés. Et en gros, tu payes que 15% d'impôts, tout simplement sur tes bénéfices, quoi. Donc c'est super avantageux. Et pour finir de te répondre, je fais de la crypto-monnaie. Alors pas de trading. J'ai essayé de me mettre au trading, j'ai rien compris. Je me suis dit bon, c'est trop complexe pour moi. Par contre, j'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup me documenter sur le sujet. Donc j'investis tous les mois un certain capital. Que ça monte, que ça descende, je l'achète et je verrai ce que j'en fais dans 5 ans. Mais je me laisse pas trop influencer par les cours qui baissent ou qui montent en ce moment. Ton taux d'occupation sur l'appartement centre-ville Casablanca Airbnb, tu as un retour d'expérience, ça donne quoi à peu près? Ben écoute, c'est très, ça varie énormément en fait. Ça varie énormément. C'est-à-dire que il faut comprendre un truc, c'est que notamment cet appartement-là, qui est près de la gare Casa Voyageurs, donc qui est une des principales gares, j'ai presque envie de dire du royaume. En plus maintenant, elle est reliée à la ligne grande vitesse, donc à la ligne de LGV. Donc ça, c'est une grosse nouveauté au Maroc. Et donc du coup, si tu veux, ça dépend énormément. Ça veut dire que pendant la période du Ramadan, on va avoir beaucoup de touristes parce que tu as beaucoup de Marocains résidant à l'étranger qui reviennent au pays. Pareil pour juillet-août. Après, on va avoir un gros creux, si tu veux, sur septembre, octobre. Et sur novembre, décembre, ça va commencer légèrement à remonter. Donc en fait, ça dépend vraiment des saisonnalités. Mais pour te donner une idée, le plus mauvais mois que j'ai fait, je crois qu'on a dû remplir 2 semaines dans le mois, quoi. 50% le mauvais mois, quoi. Et 100% les bons mois. Exactement. Ouais. Genre, je sais pas du tout ce que ça donne sur le marché français. Tu me diras si jamais c'est bien ou pas bien. On est à la moyenne nationale, je crois, Airbnb, c'est de mémoire, c'est 83 ou 85%. Ça fait 23 nuits à peu près par mois. Et largement ce que je fais effectivement moi sur l'appartement à Versailles. Et les gens que je connais à peu près national, c'est ce qu'ils font. Ils font autour de 80, entre 80 et 90%. On a fait un peu le tour de toutes tes activités. Si tu devais faire maintenant une comparaison, 4 ans après, tes revenus Adidas à l'époque, tes revenus aujourd'hui, pour donner une idée aux gens de ton indépendance financière, est-ce que tu peux nous donner, pas le chiffre exact, pas forcément, mais de nous donner une échelle en tout cas de valeur? À combien t'en es rendu aujourd'hui? Écoute, c'est très simple. Alors en fait, ce que je vais faire, parce que là, je suis en train de tirer le bilan de mon année 2018 avec une personne qui m'accompagne là-dessus, parce que je me suis pareillement rendu compte que c'est un vrai métier de savoir gérer tes rentrées d'argent au niveau de tes sociétés, tes sorties d'argent, savoir si tu as réellement gagné, perdu de l'argent, tout ça. Donc là, on est en train de sortir et de mettre ça au clair. Donc t'auras un peu la primeur de l'info. Et avant de donner les chiffres, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que là, on est en train de faire l'interview à un instant T. Donc, bien sûr, ça évolue. Des fois, ça croît, des fois, ça décroît. Mais pour te donner un ordre d'idée, en moyenne, actuellement, ça tourne entre 30 et 38 000 euros par mois. Donc, c'est assez variable. Ça dépend des activités. Ça dépend, on va dire, des mois. Ça dépend aussi beaucoup de mois, d'ailleurs, pas que des mois. Et je te cache pas qu'il y a des mois où j'ai envie de voyager. Tu vois, cette année, par exemple, j'ai quasiment voyagé 5 ou 6 mois dans l'année, ce qui est quand même énorme. Mais ça m'a fait du bien parce que je voyage avec d'autres infopreneurs, donc je prends le temps pour moi. Et tu as aussi la loi de Parkinson qui s'applique, tu vois. Moi, je me rends compte que je suis super productif quand je voyage parce que je me dis, OK, Gaston, là, tu as vraiment 2 heures aujourd'hui pour faire tout ce que tu dois faire et tu dois pas les dépasser si tu as vraiment envie d'aller kiffer ton snorkeling à Bali ou alors la Coupe du Monde en Russie, tu vois. Donc, pour te donner un ordre d'idée, voilà,
ça tourne à peu près dans ces eaux-là. On parle du chiffre d'affaires, on parle pas du bénéfice net là. Bah, si tu veux, là, la plupart arrivent directement sur ma société marocaine. Il faut savoir que moi, je fais 0 €. En tout cas, au moment où j'enregistre ça, je fais 0 € de publicité sur Facebook et j'ai 0 partenaire sur ma thématique de l'expatriation au Maroc. Donc, mes charges, si tu veux, elles sont vraiment assez limitées, quoi. Donc, pour quelqu'un qui connaît pas le milieu de l'infoprenariat, alors je connais pas encore ton audience dans le détail, mais pour quelqu'un qui connaît pas le milieu de l'infoprenariat, c'est les principaux postes de dépenses, tu vois, quel que soit le business que tu fais, c'est le budget publicité que tu mets, plus le budget partenaire quand tu retranches les commissions que tu dois reverser à tes partenaires. Et là, attention, je voudrais aussi préciser un truc, on se parle d'argent réellement encaissé. Parce que souvent, quand tu parles avec quelqu'un, il te dit « Ouais, j'ai fait un lancement à 200 000 € nanana, en 2 semaines. » Sauf que quand tu regardes dans le détail, ces 200 000 €, bah, c'est des plans de paiement sur 10 mois. Et je te le dis par expérience, t'as jamais 100% de personnes qui respectent les plans de paiement sur 10 mois. Quand tu retranches après la commission des partenaires, les publicités Facebook que tu as mis, plus les paiements de tes prestataires, tu es très loin en fait de 200 000 € net encaissés, quoi. On passe rapidement dans une deuxième partie. On a abordé énormément de choses dans cette première. On a pas mal débordé. La deuxième partie, elle est plus orientée lifestyle, tes à côté, tes passions, etc. Donc, tu vois, on a déjà pas mal survolé. Il y avait seulement quelques questions que je voulais te poser pour venir compléter tout ça. Est-ce que tu as une façon de travailler? Est-ce que tu as des habitudes, une routine? Combien de temps tu passes, on va dire, à travailler? Ben, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. D'ailleurs, tu sais, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que ce week-end j'étais avec des amis à moi et c'est vrai que mine de rien j'avais 2 lancements en fait de partenaires à moi qui étaient en train de tourner. Donc j'étais quand même en train de surveiller ce qui se passait et j'ai un ami qui m'a fait la remarque, qui m'a dit ouais Gaston, toi tu voyages, tu nous dis que t'as quitté la rat race, tout ça. Par contre, je vois que t'es tout le temps sur ton téléphone, tu checkes quand même beaucoup ce qui se passe, tout ça et tout. Et en fait, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que quitter la rat race, ça veut jamais dire que tu glandes que dalle, tu vois. Et après, bien sûr, ça dépend de tes objectifs. Moi, je sais que mon objectif, et c'est vraiment la priorité que je donne, c'est vraiment mon côté lifestyle, tu vois. Donc, j'apprécie de voyager. Pour moi, c'est important de passer, tu vois, au grand maximum. J'ai passé peut-être 6 mois dans l'année à voyager à travers le monde. C'est quelque chose que j'aime, que j'ai envie de garder. Donc, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc, ceci étant dit, c'est pas parce que tu as quitté le salariat que tu ne fais plus rien. Au contraire, je pense même qu'on continue à travailler encore plus parce que il vient un moment où tu commences à voir des opportunités de partout. Et vraiment, c'est incroyable. Tu commences vraiment à avoir des opportunités de partout. Et là, tu deviens ton pire ennemi. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à refuser des opportunités pour rester focus. Et si tu veux, moi, au jour d'aujourd'hui, je démarre chacune de mes journées. Je prends entre 1h30 et 2 heures pour mes propres business. Après, je prends entre 1h30 et 2 heures pour les business des autres. Et après ça, ma journée, elle est pliée. Et après, le reste et en général, moi, je travaille, j'aime bien travailler le matin. Et tu sais, il y a une erreur dans laquelle on tombe souvent. J'ai mis longtemps avant de la réaliser. Les gens, souvent, ils se posent la question de se dire, OK, à quel moment est-ce que j'aime le plus bosser? Mais en fait, c'est pas la bonne question à se poser. Il faut pas te demander à quel moment est-ce que tu aimes le plus bosser. Il faut que tu te demandes à quel moment tu es le plus productif. Moi, par exemple, j'ai mis du temps à comprendre que j'aimais bosser en fin de journée, mais par contre, j'étais plus productif le matin. Donc du coup, j'ai dû switcher ça, j'ai dû me faire un petit peu violence parce que j'aimais peut-être pas forcément bosser le matin, mais je me rendais compte que c'était là où j'étais le plus productif. Donc aujourd'hui, j'ai gardé entre guillemets des plutôt bonnes habitudes parce que je me lève à 6 heures du mat, tu vois. Bon, je fais la grasse mat jusqu'à 6 heures. Et du coup, je me lève à 6 heures, je fais mes 4 heures, après ça y est, à 10 heures, s'il faut pousser à 10h30, 11 heures, tout est plié et après ça y est, je vais profiter de ma journée, je vais aller surfer, je vais aller me changer les idées. J'aime énormément déjeuner avec de nouvelles personnes. Ça, je trouve que c'est quelque chose de très important, quel que soit le level auquel on arrive, de garder toujours de la place, pour rencontrer de nouvelles personnes. Toujours, ça c'est très important pour moi. Et si les personnes qui écoutent cet audio, franchement, elles appliquent ça, je pense vraiment qu'elles vont aller très très loin. Des fois, on pourrait être surpris en fait de ce qu'on peut apprendre simplement en déjeunant. Tu vois, là, il y a pas longtemps, j'ai invité mon banquier à déjeuner. Sincèrement, je l'ai invité dans un bon resto ici au Maroc, un très bon resto. On en a eu, allez, je pense pour peut-être 90 euros. On a passé 2 heures ensemble, mais il m'a tout expliqué de A à Z sur le système bancaire au Maroc. Tu vois, ça m'a pris 2 heures, ça m'a coûté 90 euros que je vais faire passer dans tous les cas en note de frais et en charge.
Donc ça me dérange pas. J'aurais demandé une consultation avec un avocat fiscaliste, ça m'aurait coûté beaucoup plus que ça. Donc voilà, moi je prends toujours du temps si tu veux, et pour rencontrer de nouvelles personnes, et toujours pour continuer de me former. Là, on va partir l'année prochaine, enfin c'est ça, ouais, en février, mars. On part aux États-Unis, on va se faire des gros events, on va apprendre, on va implémenter. Et tu sais, après, ça devient comme un game en fait. Moi, j'adore ça. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est devenu un jeu vidéo, tu vois, où tu peux juger tes propres métriques. Et c'est cool, tu vois. Si jamais t'aimes ce jeu, bah apprends les règles, apprends à les masteriser pour après pouvoir les dépasser, quoi, tout simplement, tu vois. Donc moi, j'ai l'impression que je joue à un jeu vidéo, donc je kiffe en fait, tu vois, je kiffe ça. Comme mon pote me dit, tu passes ton temps au tel sur WhatsApp, tout ça, je dis bah écoute, moi ça me dérange pas, je kiffe ma life, j'aime ce que je fais, et je sais aussi que j'ai des objectifs élevés, tu vois. Comme je te disais, je suis célibataire, j'ai pas de gosse, boum, c'est maintenant que je dois accélérer, c'est maintenant que j'ai un effet cumulé, c'est maintenant que je veux investir, que j'ai envie de tout développer, pour peut-être plus tard me dire bah voilà, ça y est, j'ai plus du tout envie de travailler, j'ai envie de vivre avec mes gosses, avec ma femme, et être tranquille, tu vois. Est-ce que tu as des façons d'organiser tes journées? Est-ce que tu as des habitudes, des routines que tu t'appliques dans tes journées ou au quotidien? Est-ce que tu t'organises d'une certaine façon? Ouais, carrément. Alors en fait, si tu veux, moi j'ai deux journées type. Il y a la journée type quand je suis chez moi ici au Maroc, et j'ai la deuxième journée type quand je suis en voyage. Donc quand je suis ici, si tu veux, au Maroc, ma journée type en fait c'est que je me lève tôt parce que j'aime beaucoup, et j'ai remarqué que je suis aussi très productif le matin tôt. Donc en général, je me lève à 6 heures. Et après, j'aime bien démarrer directement, tu vois. J'aime bien dire quasiment sans échauffement. Donc je prends direct mon café, boum, j'allume le Mac. Donc, je démarre à 6 heures, café, Mac, et en général, je commence par bosser sur mes propres business. Donc, en général, j'y passe, on va dire 1 heure et demie, 2 heures, vraiment grand maximum. Et après, je fais une petite pause, et après, j'enchaîne 1 heure et demie, 2 heures sur les différents business des personnes que je peux accompagner en fonction du volume du travail. Et disons que bah après ça y est, la journée, tu vois, elle est pliée, on va dire à 11h30, midi grand maximum, la journée elle est pliée. Et après ça y est, je garde le reste de la journée pour moi, pour profiter de ma famille, de mes amis, de mon Maroc, du soleil. Et je pense que c'est important aussi, tu vois, de se consacrer des moments comme ça en off. C'est ce que je disais la dernière fois à un ami. En fait, très souvent, les moments off, tu les valorises pas peut-être en termes de productivité, mais ton subconscient, il continue de tourner, en fait, tu vois, ça tourne en fond d'écran. Et très souvent, tu vois, moi, j'ai remarqué que j'avais mes meilleures idées, par exemple, bah, quand j'étais à la plage, ou alors pendant que je prenais ma douche, ou alors tout simplement quand j'étais juste dehors. Et très souvent, c'est là en fait que je vais avoir mes meilleures idées que je vais pouvoir après implémenter tout de suite pour mon business. Donc, c'est des moments qui font partie du boulot, qui sont très agréables, mais qui font partie du boulot. Donc, ça, c'est ma journée type. Après, on va pas se mentir, hein, tu sais, il y a beaucoup de personnes, elles vont, je vais pas dire qu'elles vont te vendre du rêve parce que ça serait mentir, mais il m'arrive aussi d'avoir des journées où, tu vois, je vais peut-être démarrer à 8 heures, 7 heures, et après, je vais peut-être finir à 19 heures, 20 heures. Pour X, Y raison, ça arrive toujours, on va pas se mentir. Ça, c'est ta journée type au Maroc et ta journée type en voyage alors? Ah, journée type en voyage, c'est beaucoup plus resserré que ça parce que quand je voyage, je voyage beaucoup en fait, j'adore voyager. En général, je passe 5 à 6 mois de voyage par an en dehors du Maroc. Et pour moi, c'est très, très, très important. Et j'aime encore plus voyager avec d'autres potes infopreneurs, entrepreneurs, parce que derrière, on va avoir plein de conversations dans des temps off sur nos business. Et une journée type, si tu veux en voyage, bah pareil, moi, je vais préférer bosser le matin, sauf si jamais je suis, tu vois, par exemple à Bali ou à l'autre bout du monde, et du coup, il y a un décalage horaire qui fait que je vais avoir besoin de gérer peut-être le webinar d'un partenaire, ou alors j'ai besoin de faire un call avec un partenaire à moi. Donc à ce moment-là, bien sûr, ça va varier. Mais en général, quand je voyage, moi, je fais un point d'honneur à bosser, on va dire vraiment grand maximum 3 heures, 3 heures dans la journée. Et tu sais, il y a la loi de Parkinson en fait qui s'applique à ça, parce que tu te dis, boum, tu t'es accordé 3 heures pour bosser là-dessus. Et ben en fait, si tu as vraiment envie, tu le fais parce que tu sais que derrière, t'as pas envie de déborder, parce que tu as envie d'aller surfer tes vagues à Bali, parce que tu as envie
d'aller kiffer la Coupe du Monde en Russie. Et crois-moi que tes 3 heures, elles rentrent, tu te disperses ni sur YouTube, ni sur Spotify, ni sur Facebook, Insta, ni rien du tout. Et donc voilà, c'est un peu la journée type si tu veux en voyage en termes de travail. Après, journée type voyage, t'en as pas vraiment, mais c'est toujours un créneau vraiment de 3 heures que je prends. J'essaye de pas le dépasser, quoi. Après, bon, tu sais, t'as toujours tes petits messages à WhatsApp que tu reçois, que tu relances peut-être à droite à gauche. Mais moi, je le mets peut-être pas forcément dans la catégorie boulot, tu vois. Je pensais plus dans tes habitudes. Est-ce que tu as des routines? C'est-à-dire, est-ce que tu vois, tu as vraiment, par exemple, il y en a, moi j'en fais, hein, de la visualisation, des affirmations. Est-ce que tu pratiques de la méditation? Est-ce que tu as ce genre de rituel, en fait, dans ta mise en route du matin, par exemple, avant de bosser? Alors en fait, pendant longtemps j'ai eu ça, tu vois, tout à l'heure quand on se parlait de comment j'ai implémenté ça et comment j'ai commencé à démarrer, et comment je travaillais le matin très tôt parce que j'avais très peu de temps. En fait là, j'étais super rigoureux, ça veut dire que je me levais, c'était douche, visualisation, écriture, méditation et après je commençais le boulot. Là, aujourd'hui, si tu veux, j'ai beaucoup moins cette rigueur-là. Ça veut dire que je me lève, je fais mon café, j'ouvre le Mac, j'attaque directement. Et en fait, par contre, tu vois, tout ce temps-là, je vais peut-être le prendre peut-être plus dans l'après-midi, de façon plus inconsciente. Tu vois, je vais être là, je vais être à la plage. J'aime beaucoup la mer, en fait. Moi, je sais que j'ai besoin d'être proche de la mer. Et en fait, le simple fait d'être posé à la mer, en fait, ça commence à te faire méditer, ça commence à te faire réfléchir, ça commence à t'apporter des idées, sans forcément que tu aies besoin de le conscientiser. Donc, j'ai pas une routine où je vais te dire oui, de 7h à 7h30, je fais ci, 7h45 à ça. J'aime pas, en fait. J'ai essayé, ça a porté ses fruits au tout début quand je me suis lancé. Mais après, j'ai aussi appris à me connaître. J'ai aussi appris à savoir à quel moment j'étais productif, à quel moment je l'étais moins. Et voilà, et j'ai décidé de plus me forcer. Ouais, c'était une étape, quoi. C'était quelque chose que tu avais besoin de mettre en place à un moment donné pour arriver à obtenir tes objectifs. Et puis maintenant, aujourd'hui, tu es un peu plus libre, d'être un peu plus souple, en fait, sur ces contraintes-là, quoi. Exactement. Ouais, je pense qu'au début, pour apprendre à se connaître, c'est important de s'imposer cette rigueur-là, tu vois. Au début, quand je t'ai dit, tu découvres ce monde du développement personnel, de la méditation, de la visualisation, de l'écriture. Tu vois, peut-être là, il y a des personnes qui vont écouter, qui disent, mais de quoi il parle? Mais c'est vrai que ils vont se dire, c'est quoi, c'est Barjo, de quoi il me parle? Mais tu vois, au tout début, quand tu connais pas tout ce monde-là, que tu le découvres, que tu ne te connais pas toi-même, sincèrement, enfin, on apprend chaque jour à mieux se connaître. Mais moi, je m'imposais cette rigueur-là parce que je savais que je ne me connaissais pas. Aujourd'hui, voilà, avec l'expérience, je me connais un peu plus et je sais que pour kiffer ça, pour moi, c'est important vraiment de kiffer. Je refuse en fait de m'imposer quoi que ce soit. Donc, je sais juste que la seule rigueur que je m'impose, c'est de me lever très tôt pour bosser et après, si je ressens le besoin de méditer, je vais le faire. Je me connais maintenant suffisamment pour savoir quand j'en ressens le besoin, si tu veux, de le faire. Est-ce qu'il y a des citations que tu aimes particulièrement, qui t'inspirent, qui t'ont guidé tout au long de ton parcours, hein, de ces 4 dernières années? Est-ce qu'il y a encore comme ça des phrases ou des proverbes que tu t'appliques et qui t'inspirent? Ouais, 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 carrément, carrément. En fait, j'en ai plusieurs, mais il y en a une qui m'a guidé, si tu veux, un peu tout au long de ma vie, que deux de mes mentors m'ont toujours dit. C'est ne laisse pas tes peurs définir qui tu es, car la vie est un jeu où tout est possible. Et à chaque fois, sincèrement, à chaque fois que j'ai eu peur de faire un truc, à chaque fois j'ai repensé à cette phrase-là. Ne laisse pas tes peurs définir qui tu es, car la vie est un jeu où tout est possible. Tu vois, quand j'ai commencé à réfléchir, à savoir si j'allais quitter Adidas, si c'était la bonne décision, j'ai eu super peur. On va pas se mentir, même quand tu as un blog qui tourne, qui te rapporte de l'argent, tu as quand même peur, tu vois. Donc pareil, ne laisse pas tes peurs définir qui tu es, car la vie est un jeu où tout est possible. Et boum, je me suis lancé. Gaston, elle est de qui elle est de qui cette citation? Et de mon papa et de ma maman, ils m'ont toujours dit ça. Ils m'ont toujours répété cette phrase-là. Et depuis tout petit, donc je l'ai vite imprimé, si tu veux. Et mon père m'a mais vraiment toujours répété cette phrase-là. Et au bout d'un moment, t'as même plus besoin qu'on te la répète parce que tu sais, c'est un peu comme la graine que tu plantes et qui pousse. Au début, elle a besoin de son tuteur, mais après, ça y est, une fois que le tronc il est suffisamment solide, tu sais où sont tes racines et tu sais vers quoi tu dois te diriger. Et moi, c'est vraiment une phrase, tu vois, là, je te parle, j'ai la phrase, elle est même encore imprimée devant moi. Alors, j'en ai d'autres, tu vois, que au fil du temps, que j'ai appréciées et que j'ai inscrites autour de celle-là. Mais celle-là, c'est vraiment la base, en fait. Tu vois, c'est vraiment la racine. Et les citations,
il y en a plein qui sont super intéressantes, mais je pense que elles arrivent à un moment dans notre vie où on en a vraiment besoin. Et des fois, on va pas percuter de la même façon sur la même citation. Tu vas la lire à un instant T et peut-être qu'elle va t'impacter différemment quand tu la reliras peut-être quelques années plus tard. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que toutes ces phrases-là, elles sont cool, mais elles sont temporelles parce qu'elles t'accompagnent à un moment précis dans ta vie. Mais moi, celle-ci en particulier, je sais que ça a été mon fil conducteur. Tu vois, quand j'ai voulu organiser le séminaire à Marrakech, j'ai eu super peur. Je me suis dit, mais attends, les gens, est-ce qu'ils vont vraiment venir jusqu'au Maroc, à Marrakech? Est-ce qu'ils vont payer leur place plus le billet d'avion pour venir? Est-ce que tu vas pas te foirer si tu montes sur scène et tout? Mais encore une fois, ne laisse pas tes peurs définir qui tu es, car la vie est un jeu où tout est possible. Quand j'ai voulu lancer le livre, j'ai eu super peur d'être jugé parce que tu racontes ta vie, tu racontes comment ça s'est passé, tu racontes tes hauts et tes bas et t'as peur d'être jugé. Et encore une fois, bah, ne laisse pas la peur définir qui tu es, car la vie est un jeu où tout est possible. Donc voilà, ça c'est, je vais pas m'éterniser là-dessus, Patrick, mais ça c'est ma phrase à moi. Est-ce que du coup tu notes quand tu croises des citations, quand tu croises des choses, est-ce que tu notes ça dans un carnet, dans un calepin, dans du cloud? Ouais. Alors en fait, tu sais, c'est dingue parce que ça va du tout au tout. Ça veut dire que j'ai un Evernote et j'ai mis beaucoup de temps à apprendre et comprendre comment être bien organisé dessus. Sincèrement, au début, je notais, je l'ouvrais, j'étais à la one again, je l'ouvrais, je tapais juste rapidement dessus et tout. Et un jour, je me suis posé, je me suis dit, bon, allez, maintenant, on va tout nettoyer, on va tout trier. J'ai retrouvé des vieilles citations et en fait, je m'étais dit, ah, mais tiens, celle-là, elle est pas mal, celle-là, je sais même pas pourquoi je l'avais notée et tout. Mais pour te répondre, ouais, j'utilise beaucoup Evernote. J'ai des carnets aussi au format papier. Evernote, je kiffe. J'ai même pris une version premium pour être tranquille niveau synchronisation entre smartphone, entre le Mac, l'iPhone, tout ça et tout. Et donc ouais, non, moi c'est beaucoup sur Evernote que je note directement. Et je pense que c'est très pratique. Je pense vraiment qu'il faut beaucoup noter parce que des fois on se dit tiens je vais m'en rappeler et puis on oublie ou alors on a juste une petite idée, on la note et en fait c'est pas cette idée qui nous intéresse. En fait c'est les idées qui vont naître de cette première idée là, tu vois. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. Pour te donner un exemple, le dernier événement là que j'ai organisé à Marrakech en octobre, dans la foulée j'ai assisté je pense à 6 ou 7 autres événements. Entre la France et l'Europe. Et en fait, tu commences à avoir un œil différent quand tu as organisé ne serait-ce qu'un premier event. Tu commences à assister et à participer à des séminaires en regardant le grammage du papier, en regardant la qualité du kakémono, en regardant le type de caméra qu'ils utilisent pour enregistrer. T'es plus un simple participant. Mais du coup, là, j'avais sorti un Evernote et dedans, j'ai commencé à noter toutes les idées que j'avais pour préparer la V2 de Business Web au Soleil. Et du coup, c'est vrai que quand tu commences à le noter, là, quand je suis revenu au Maroc, là, il y a quelques jours, je me suis reposé, j'ai ressorti mon Evernote et je me suis dit, waouh, j'avais noté ça. Et en fait, il y a plein de liaisons et plein de synergies, en fait, qui se créent même entre les notes et ça, c'est très puissant, quoi. Tout à fait, mais je te rejoins complètement et je suis quelqu'un qui note énormément et qui hiérarchise et structure aussi beaucoup, dans le travail, dans la préparation du podcast, du blog et des autres activités. Tu utilises d'autres outils d'ailleurs, dans ta vie de tous les jours, pour justement t'organiser, préparer, tes événements, et même pour, tes business en fait? Il y a des outils vraiment, on va dire les 4-5 outils de Gaston Lest, c'est quoi? Aïe. Alors écoute, j'ai une application qui s'appelle Wunderlist, donc Wunderlist, qui me permet de faire des to-do, si tu veux, en termes de priorité, avec un système de rappel. En plus, elle se synchronise avec Evernote, je sais pas si tu la connais. Si je connais, j'en utilise d'autres aussi, j'utilise To-do List, ou, mais il y en a effectivement plusieurs, ouais. Il y a Things aussi. Donc j'utilise Wunderlist, j'utilise Evernote. Je suis en train de regarder, j'utilise une autre application qui s'appelle Scannable. C'est une application qui te permet de scanner tout simplement tes documents. Ça, c'est assez pratique. Et qui appartient à Evernote, hein, d'ailleurs, qui est du groupe Evernote. Exactement. Ça, c'est pratique pour moi parce que, tu vois, au Maroc, par exemple, quand j'ai envie de faire un virement bancaire vers un prestataire, bah, c'est beaucoup plus simple pour moi, en fait, de passer par un ordre de virement. Mais du coup, je dois avoir à chaque fois la feuille, boum, la compléter, la scanner, l'envoyer à la banquière qui après va le traiter. Donc ça, c'est assez pratique. Et j'ai envie de te dire, en fait, c'est les principales applis que j'utilise. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Respire Relax. Ça, j'aime bien. C'est une application qui me permet de faire des exercices, en fait, de respiration. Donc, tu vois, tous les jours, j'essaie de le faire au moins une fois. Ça prend 5 minutes. Et ça peut paraître bête de dire il faut le faire 5 minutes, mais qu'est-ce que c'est long 5 minutes. Qu'est-ce que c'est long 5 minutes quand tu dois te poser et juste d'attendre en fait à quel moment tu dois prendre ton inspiration, à quel moment tu dois prendre ton expiration. C'est vraiment pas facile,
Mais c'est des trucs comme ça qui sont à faire. Après, j'ai l'application Dropbox. C'est des applications un petit peu basiques, mais en soi, tu peux déjà faire tellement de choses avec que c'est très puissant. Après, j'ai l'application aussi BeFocused. Celle-là, je l'utilise depuis pas très longtemps. J'aime bien. Quand je te disais, par exemple, que le matin, je me lève et que je bosse 1h30, 2 heures sur mes business, en général, je les cut par segment de 25 minutes, tu vois. Donc, je fais 25 minutes, après 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause. Et BeFocused, en fait, ça me permet en fait de déclencher des timers de 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. Et franchement, je la recommande, cette application, elle est vraiment pas mal. Par contre, il y a quelque chose que pardon, j'ai mis du temps à comprendre, c'est que il faut s'imposer la rigueur vraiment de respecter les 25 minutes. Ça veut dire que si jamais ton timer sonne à 25 minutes, quoi que tu fasses, tu arrêtes. Tu arrêtes. T'es en plein milieu d'un mail, tu arrêtes. T'es au milieu d'un tunnel, tu arrêtes, tu te lèves, c'est ta pause. T'avais qu'à finir plus vite, t'avais qu'à être productif plus vite. Et des fois, c'est très frustrant, mais je te promets que si jamais t'arrives à surmonter cette frustration et à t'imposer vraiment juste cette rigueur-là de respecter tes 25 petites minutes, après, il va se passer un side effect de ouf, c'est que tu vas être encore plus productif dans tes 25 minutes, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de faire. Voilà, je crois que je regarde en même temps mon téléphone pendant que je te parle, mais je crois que c'est les principales applis. Après, j'ai plein d'autres applis, mais j'ai pas toutes, j'ai pas toutes te les sortir, donc voilà. C'est marrant parce que tu vois, tout à l'heure, finalement, t'as pas spontanément pensé à cette habitude que tu as de te mettre des créneaux de travail de 25 minutes et finalement, tu as ce type en fait d'habitude de morceler, de séquencer, en fait, de faire des breaks en fait et d'avoir une façon de travailler qui est quand même assez particulière. Bon, il y en a qui font des créneaux d'1 heure pour être en deep work, hein, pour être, comme on dit, en deep work pendant 1 heure. Toi, tu fais du 25 minutes. Après, ça dépend aussi de la tâche à accomplir. Tu disais tout à l'heure, tu as parlé de 2 mentors. En fait, tu peux nous dire de qui il s'agit ou qui c'était pour toi ces 2 mentors? Ouais, bah, je peux t'en donner plusieurs. Alors, en fait, avant de te donner la réponse, moi, je pense quelque chose de très important. Enfin, en tout cas, si je peux me permettre, avec ma modeste expérience de le partager, je pense que j'ai mis du temps aussi à comprendre ça. En fait, moi, quand on me disait c'est qui ton mentor, je donnais des noms. Et en fait, les gens pensaient que cette personne-là, c'était mon mentor dans son intégralité. En fait, c'est pas forcément le cas. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir le mentoring. Je pense que quand tu prends un mentor, tu dois prendre un mentor sur le segment qui t'intéresse chez cette personne-là. Les personnes ne sont jamais totalement parfaites, surtout quand tu prends le temps de les connaître. Mais du coup, par exemple, quand tu prends une personne, bah tu te dis voilà, chez elle en fait, ce qui m'intéresse, c'est sa façon de manager son équipe. Donc cette personne-là, c'est mon mentor sur le management de son équipe. Cette personne-là, c'est mon mentor sur la façon qu'elle a de gérer ses finances. Cette personne-là, c'est mon mentor pour X, Y, Z. Tu as compris, ce que je veux dire. Du coup, je rebondis sur cette notion. Toi, un mentor, pour moi, un mentor, si tu veux, c'est quelqu'un que tu connais et qui t'accompagne, c'est-à-dire avec qui tu as un échange. Toi, tu as l'air d'évoquer ça plutôt comme quelqu'un dont tu prends exemple, en fait, quelqu'un que tu connais pas forcément, mais que tu prends exemple sur une partie de ses activités, de sa vie ou sa façon de faire. C'est exactement ça. En fait, moi, je fonctionne beaucoup sur le concept de modélisation, tu vois. Donc, une personne, en fait, c'est très simple. Moi, quand je veux obtenir un résultat, j'identifie la personne qui a déjà atteint ce résultat-là, voire même qui l'a dépassé, et je modélise complètement ce qu'elle a fait. Tu vois, je vais voir directement ce qui se fait, on va dire, de mieux, tu vois. Je veux atteindre, je sais pas, le million, bah, je vais voir telle personne qui a atteint le million. Ok, je vois comment elle a fait, je modélise. Et c'est quoi? Elle a fait un tunnel? Est-ce qu'elle a fait du Facebook? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et en fait, je modélise énormément. Et je pense que de prendre en compte, de prendre cette façon, je pense, le mentoring, ça te permet aussi une chose, c'est que ça t'ouvre à un énorme volet, si tu veux, de mentors auquel tu peux accéder. Par exemple, aujourd'hui, bah, je sais pas si ton mentor c'est bah, Richard Branson, Richard Branson. À chaque fois, je le confonds avec Russell Branson, le fondateur de ClickFunnels. Mais si jamais, par exemple, c'est lui, si tu veux ton mentor, bah, tu vas te mettre à lire son livre, tu vas te mettre à écouter ses interviews, tu vas te mettre à écouter tous ses podcasts, tu vas te mettre à écouter vraiment tout ce qu'il a pu produire. Et pour moi, c'est une forme de mentoring parce que quand lui produit ce contenu-là, il le produit parce qu'il se dit j'espère que ça va peut-être impacter la vie d'une autre personne que je ne connais pas, qui ne me rencontrera peut-être jamais, mais j'ai envie de l'aider, tu vois. Et moi, je pense que pour moi, c'est une forme de mentoring. C'est pas une forme de mentoring direct, tu vois, mais aujourd'hui, on est dans une époque où tu as la possibilité d'accéder, mais j'ai presque envie de te dire, au savoir de toute l'humanité, quoi, grâce à YouTube, grâce aux podcasts, grâce aux vidéos, grâce aux textes, grâce à Internet. Tout le monde peut devenir ton mentor. Même si tu le souhaites, Steve Jobs, si jamais tu prends le temps de regarder ses films, ses interviews, ses vidéos, ses podcasts, c'est vraiment tout, bah,
forcément t'apprendras des choses. Forcément t'apprendras des choses. Pour moi, le mentor, et en tout cas, je ne veux pas, c'est peut-être aussi pour ça que je suis comme ça, parce que je veux pas d'un mentor qui soit H24 derrière moi, tu vois, ça va me saouler plus qu'autre chose. Je sais que je me connais, même si je le kiffe, même s'il a des résultats extraordinaires, au bout d'un moment, ça va me saouler. Je tiens énormément à ma liberté, je suis vraiment super amoureux de ma liberté et j'ai pas envie d'avoir à adapter mon planning sur telle ou telle personne, d'avoir à le relancer, d'avoir à le suivre ou quoi. Je considère que voilà, s'il y a déjà tellement de contenu que c'est déjà largement suffisant. Et après, bien sûr, voilà, tu vois, par exemple, Russell Brunson, c'est un de mes mentors sur sa façon de réfléchir au tunnel de vente, sur la façon qu'il a de lancer ses offres et tout. Bah, j'ai déjà consommé tout son contenu. Bah là, la next step, ça va être d'aller le rencontrer directement aux États-Unis en février prochain, tu vois. Je te rejoins complètement sur. Je me faisais un peu l'avocat du diable quand je t'ai dit ça. C'est pas une critique. C'est parce qu'effectivement, les gens peuvent se poser la question. L'intérêt en fait d'écouter du contenu ou de VS rencontrer physiquement les gens, voire d'être accompagné physiquement. Je pense que effectivement, on peut s'inspirer. Même en étant à distance, tu vois, c'est même aussi pour les auditeurs qui sont peut-être dans des régions un peu plus isolées, qui se disent c'est un peu plus difficile de se lancer, ils n'ont pas forcément contact avec, on va dire, le groupe, hein, le cœur du business, et qui se disent bah, est-ce que depuis mon village, je crois que c'est Maxence Rigotier qui à la base était fils d'agriculteur, je crois, peut-être j'aurai l'occasion de le rencontrer, et qui voilà, et je pense qu'en fait aujourd'hui, comme tu dis, le net a complètement cassé en fait les barrières. Je suis encore favorable à des rencontres physiques, à en tout cas maîtriser dans un certain nombre de cas pour débloquer des paliers, débloquer des étapes, ou des fois pour, par exemple, faire du, comment dire, du conseil physique, en fait, avec de la manipulation dans des applications, des choses comme ça. Mais je pense qu'effectivement, comme tu le dis si bien, la pensée, l'état d'esprit, ou même la façon de faire, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire de façon dématérialisée et pas forcément physiquement avec la présence de quelqu'un, quoi. Complètement. Après, tu vois, voilà, il faut pas s'enfermer dans sa bulle. Moi, je sais que quand j'ai décidé de rentrer vivre au Maroc et que j'avais acté la chose et que je rentrais, tu vois, j'en parle aussi dans mon livre et je le dis souvent aux gens quand ils s'expatrient, que ça soit au Maroc ou n'importe où dans le monde. Je lui dis, fais-toi une liste en fait de ce que tu veux et de ce que tu veux surtout éviter. Et c'est important de le faire. Et moi, je voulais éviter en fait de me couper, si tu veux, du monde ou en tout cas du milieu de l'infoprenariat ou de tout le réseau que j'ai passé du temps aussi à construire, parce que un réseau, ça se construit, mais surtout les gens, ils ont tendance à l'oublier, ça s'entretient. Et du coup, c'est pour ça, je te dis, ouais, c'est important en fait de continuer à se former, de continuer à consommer du contenu via tes mentors ou d'autres d'ailleurs, parce que des fois une personne, c'est pas ton mentor, mais tu as quand même besoin de comprendre comment elle est arrivée là, parce que tu veux éviter aussi d'avoir ce genre de résultat là, tu vois. Donc je sais pas comment on pourrait qualifier l'inverse du mentoring, mais des fois c'est aussi important de consommer du contenu en te disant bah tiens, cette personne là, j'ai vu vraiment que elle a complètement raté ça, ben j'ai quand même envie de comprendre comment elle a fait pour rater ça et de me servir aussi de ses leçons ou d'éviter d'avoir moi aussi ce genre de résultats. Et quand je suis rentré au Maroc, je me suis dit, je rentre. Je sais que l'écosystème infopreneur au Maroc est quasi inexistant. Mon objectif, ça va être de le créer parce qu'il n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y avait eu le séminaire à Marrakech et que maintenant, il est en train de se stimuler de plus en plus. Mais voilà, je m'engage aussi à régulièrement revenir en France, à faire des événements, à participer en tout cas à des événements et à entretenir vraiment tout ce réseau de contacts, tu vois. Donc voilà, bon après, tu as toujours quelques personnes qui se vexent parce que tu montes qu'une semaine et t'as pas le temps de voir tout le monde, mais ça après, c'est des choix à faire, quoi. Du coup, Gaston, tu n'as pas tout à fait répondu à la question, mais quels sont les mentors que tu as eus, et quels sont les mentors est-ce qu'ils ont changé d'ailleurs? Alors moi, mes deux premiers mentors, je te l'ai dit, la phrase là que je t'ai partagée, ne laisse pas tes peurs définir qui tu es, car la vie est un jeu où tout est possible. Moi, c'est mon père et ma mère. Alors déjà, ça c'est vraiment la base parce que mon père, en tant qu'entrepreneur, il a fait toutes les erreurs du monde. Je pense que tu peux imaginer n'importe quelle erreur, il l'a fait. Il a été très mal accompagné, il a été très mal formé, mais il a été entrepreneur et il a planté, je crois, 3 ou 4 entreprises. Il est encore en train d'en planter une autre, mais jamais lâché l'affaire. Et à chaque fois, je lui dis, je lui répète, je lui dis, papa, tu t'es trompé, t'as galéré, t'as fait plein d'erreurs. Je dis, mais tu réalises pas à quel point c'est hyper intéressant pour moi, en fait, de voir, en fait, les erreurs que t'as fait pour les éviter derrière. Et en particulier, mon père a créé toutes ces entreprises au Maroc. Et à chaque fois, pour différentes raisons, ça s'est planté. Mais pour moi, ça a été super formateur et il m'a fait gagner énormément de temps. Donc, je continue à voir encore, tu vois, le développement de mes parents et tout. Ils continuent en fait d'être mes mentors sur la façon qu'ils ont
de nous avoir éduqués, moi et mes frères, enfin, sur tout un tas de volets, tu vois, je vais pas te raconter la vie de mes parents, mais sur tout un tas de volets. Donc eux, si tu veux, c'est vraiment mes premiers mentors. Et tu vois, très souvent, on dit quand tu veux qu'une personne, en fait, elle soit ton mentor et qu'elle t'aide, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu peux lui apporter comme valeur, qu'est-ce que tu peux lui rendre en retour. Et moi, je sais qu'en tout cas, c'est un des objectifs aussi que je me suis fixé quand je me suis lancé dans l'infoprenariat. C'est je me suis dit, OK, je quitte la rat race, je deviens indépendant financièrement. Après, derrière, la deuxième step, ça va être d'investir dans l'immobilier. Mais en même temps, ce que je veux, c'est sortir mes deux parents du salariat et voilà, là ça va se faire dans quelques mois. Ils vont pouvoir devenir aussi indépendants financièrement. Alors ils vont rejoindre la société, ils vont m'aider un petit peu sur deux trois trucs, mais globalement ils vont être beaucoup plus libres que ce qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc c'est ma façon, si tu veux, de leur rendre ça. Et pour te répondre, donc qui j'ai d'autre comme mentor, ben écoute, Russell Brunson, le fondateur de ClickFunnels, sincèrement c'est un de mes mentors sur la façon qu'il a, si tu veux, de développer son business, de créer de nouvelles offres, de créer des tunnels. Pour moi, c'est une source d'inspiration comme pas possible. Je peux te citer qui d'autre également. J'aime beaucoup le parcours de Cédric Anissette. Ça a été un de mes tout premiers mentors, tu vois, sur la façon dont qu'il a eu en fait de faire grandir son empire, de la façon qu'il a eu de porter le game de l'infoprenariat à un autre level. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je le dis, je le répète. D'ailleurs, c'est grâce à sa formation Quitter la Rat Race que j'ai démarré l'infoprenariat, que j'ai découvert l'infoprenariat. Et à chaque fois que je vais au séminaire, parce que chaque année j'y retourne, pour moi, c'est vraiment début d'année. En fait, je coche Quitter la Rat Race live et vraiment, j'organise mon année autour vraiment de cet événement-là parce que je veux y retourner, parce que d'y aller, je sais que ça va me permettre de mesurer mon évolution à moi, de mesurer l'évolution de mon business, de me comparer aussi à ceux avec qui j'ai démarré dans l'infoprenariat. Et quand tu y vas et que les autres te disent, bah tiens, moi j'ai lancé une deuxième société, moi j'ai acheté un troisième immeuble, moi c'est bon, j'ai passé le cap des 2 millions, maintenant on va viser les 5. T'es obligé de constamment rester dans la course parce que t'es là et t'es entretenu par une bonne énergie. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai que c'est un de mes mentors parce que là encore, quand je suis retourné à Quitter la Rat Race live, ben, j'ai pris le temps un petit peu de regarder comment il avait porté son événement à un autre niveau. Là, on était 3000 personnes. Et moi, j'ai fait un événement où on n'était que 150. Mais bien sûr que j'ai des ambitions. Je me dis, voilà, mon objectif, ça serait un jour de dépasser Cédric. Je regardais son événement et j'ai vu à quel point, tu vois, il a pu porter le nouvel événement de cette année à un autre niveau. On était 3000 personnes. Moi, le mien, cette année, on était 150. Mais bien sûr que mon objectif, ça va être de le dépasser, en tout cas au Maroc, et d'organiser quelque chose de beaucoup plus gros que ça. Mais pour entretenir, si tu veux, cet état d'esprit qui peut des fois paraître déraisonnable, tu es obligé de côtoyer des personnes qui sont complètement déraisonnables en fait, tu vois. Parce que là, par exemple, quand je suis revenu de quitter la Rat Race de Paris, que je suis rentré à Casablanca, que j'ai pris mon agence d'événementiel avec qui j'organise mon événement chaque année, je leur ai dit, bon, l'objectif dans 3-4 ans, c'est de réserver le stade de Marrakech, on ramène tout le monde, je veux la folie, je veux vraiment tout le stade de foot de Marrakech, je veux qu'on en fasse le plus gros événement du continent africain en termes d'infoprenariat et de business en ligne et d'indépendance financière. Ils m'ont regardé avec des yeux en mode, mais de quoi tu nous parles? C'est un délire, tu rigoles. Mais c'est normal, c'est parce que moi, je revenais d'un événement où, tu vois, j'avais côtoyé des personnes complètement folles. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut continuer de fréquenter des personnes complètement déraisonnables. Cédric, moi je le dis, je le répète, je l'affirme, c'est un de mes mentors là-dessus. En tout cas, sur la façon qu'il a eu de développer son business et la façon qu'il a chaque année de se remettre en question et de porter le game encore à un niveau supérieur. Donc il y a Cédric, il y a aussi Steve Abdelkarim que peut-être tu connais, qui est un de mes mentors sur la façon qu'il a aussi de gérer l'équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Il est à la fois président d'une ONG qui collecte, je pense, jusqu'à 3 millions d'euros à l'année, où il distribue ça partout à travers le monde. Et en même temps, en parallèle, il développe son activité entrepreneuriale. Donc pour moi, c'est des modèles, si tu veux. Tu vois, je me dis, waouh, le gars, non seulement il fait le bien autour de lui, mais en plus de ça, son entreprise, elle décolle comme pas possible. Et en même temps, il arrive à kiffer la vie avec sa famille, ses enfants, et sans forcément se prendre la tête. Donc, tout ça fait que ce sont des personnes que tu fréquentes et tu te dis, mais c'est possible parce qu'elles ont réussi. Donc maintenant, on va modéliser, on va essayer de comprendre comment ces personnes-là ont fait. Et après, on va mettre ma petite touche, ma petite patte à moi avec ma façon de parler, ma façon de déconner, ma façon d'expliquer les choses. Et on va voir ce qu'on peut arriver à reproduire, tu vois. Et c'est un jeu vidéo, le truc. C'est un jeu vidéo avec des scores qui tombent. Tu te remets en question et tu continues d'avancer, tu vois.
Ouais, je te rejoins tout à fait. C'est bon, j'ai également des personnes que je suis qui m'inspirent. Bon, Cédric en fait bien évidemment partie. Je passe sur autre chose. Du coup, au-delà de ça, au-delà de ces personnes que tu suis, est-ce qu'il y a des livres que tu lis? Tu disais que tu lis beaucoup. Quels sont les livres qui t'ont vraiment inspiré ou que tu recommanderais aux auditeurs? Ben, tu sais, attends, je vais regarder en même temps, mais je vais me mettre devant la bibliothèque. En fait, il y a un truc, c'est que tout à l'heure, on parlait des citations. Et il y a une citation en fait que j'aime bien qui dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, par exemple, ton mentor, tu peux peut-être le croiser au coin de ta rue, mais si t'as pas l'état d'esprit pour percuter et capter ce qu'il va te raconter, ça va pas te faire le même impact que si jamais tu reviens dans 3 ans et t'es vraiment dans la merde et t'as envie de comprendre comment lancer des business en ligne. Et pourquoi je te raconte ça? Parce que je pense que les livres, ça opère exactement, mais vraiment exactement de la même façon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je te donne ce bouquin-là, je vais te dire ça, mec, c'est le meilleur bouquin, c'est le bouquin qui va changer ta vie. Mais si jamais t'as pas été demandeur en fait d'un changement de vie, que t'as pas eu un électrochoc comme moi quand je t'avais raconté que mon père avait eu un malaise cardiaque, ou que t'as pas vraiment une raison en fait qui te motive, en fait ce livre il aura pas le même impact sur toi ou le contenu ne sera pas forcément le même, tu vois. Donc ça c'est important, je pense, de le préciser maintenant. Tu vois, je te parle en même temps, je regarde ma bibliothèque et j'ai presque envie de tous les citer, mais ça va être trop long. Ça va être trop long. Mais Quel serait le livre est-ce que tu y aurait un livre on va dire, qui peut provoquer justement un électrochoc, qui peut, tu vois, un peu comme quand tu montres la Matrice dans le film Matrix, justement, ou quand on parlait des Moldus, est-ce que, tu vois, est-ce qu'il y a le Harry Potter que tu recommanderais ben, écoute, tu sais, il y a le livre Dotcom Secret. Alors, par contre, il est en anglais de, comment il s'appelle, de notre ami Russell Brunson. Tu vois, c'est un de mes mentors, donc moi, j'adore. En plus, là, il a sorti le deuxième qui est Expert Secret. Et dans Dotcom Secret, il t'explique très clairement, si jamais tu veux te lancer dans le business en ligne, comment tu le structures, comment tu le lances, par où tu démarres, qu'est-ce que tu dois faire. Et je pense que ça, c'est plutôt pas mal. Et sinon, il y en a un qui est vraiment bien. Je me rappelle quand je l'ai lu, j'avais commencé à stabiloter le truc. Après, je me dis bon, arrête, sinon le bouquin il va finir en jaune fluo. Et en fait, c'est c'est l'effet cumulé de Darren Hardy. Et ça, en fait, c'est quelque chose de très 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 puissant, mais vraiment très puissant. C'est exactement ce qui s'est passé, si tu veux, dans ma vie et dans mes business. Et ça, j'ai mis du temps avant en fait de le percevoir, avant de le comprendre, et c'est en lisant ce livre-là que j'ai compris ça. Donc pour le synthétiser très rapidement, en fait ce qui se passe c'est que tu bosses, en fait on bosse énormément sans avoir forcément de retour immédiat. Mais à un moment, il va y avoir un déclencheur qui va faire bim, et en fait la courbe qui était quasiment en ligne horizontale entre les revenus que tu as qui sont quasi inexistants par rapport en fait au volume d'heures que tu passes, à un moment il va y avoir une fracture et boum, la courbe elle va devenir exponentielle, tu vois. Et ça en fait c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Ça veut dire que tu travailles des centaines d'heures, t'as pas forcément de résultats tout de suite, mais boum, à un moment, tu rencontres le client, tu rencontres le partenaire qui est prêt à te payer plusieurs milliers, si ce n'est centaines de milliers d'euros. Et là, en fait, tu as un effet cumulé qui fait que tu rattrapes, entre guillemets, tout l'argent pour lequel tu ne t'es pas fait encaisser, en fait, pendant toutes ces années où tu as travaillé, tu vois, juste par abnégation et par détermination. Et là, en fait, tu as un énorme effet cumulé. Et aujourd'hui, les gens, ils viennent me voir, ils me disent, ah ouais, mais attends, tu prends autant de l'heure et comment tu le justifies et tout. Et moi, je leur dis, mais t'as pas compris. Je dis comme moi, par exemple, quelqu'un vient me voir et qui me dit, je veux bosser avec toi pour 1 heure. Je dis, ok, c'est 500 € l'heure. Il me dit, mais attends, mais t'es ouf, on se parle d'1 heure. Je lui dis, ouais, mais mec, toi, tu payes pas 1 heure. Toi, tu payes les années et les années et les années que j'ai passées pour arriver à acquérir, en fait, ce savoir-là. Donc, en fait, c'est un petit peu comme ça que moi, je le vois, en tout cas. Là, tu vends l'expertise, en fait, tu vends la capacité à identifier des choses rapidement et à apporter une connaissance de l'environnement global dans lequel se place ton expertise. Bien sûr. Exactement. Tu sais, en fait, les gens, pour réussir, je pense, en tout cas sur le long terme, il faut décorréler tes revenus du nombre d'heures que tu y passes. C'est ce qui fait que quand tu es dans le salariat, t'as qu'un certain nombre d'heures que tu peux vendre à la semaine ou au mois et qui fait que tu es payé qu'un certain nombre d'heures. Mais au moment où tu arrives, en fait, à décorréler tes revenus du nombre d'heures que tu passes sur tes business, c'est ce qui fait que tu gagnes de l'argent. C'est pour ça que les business en ligne, c'est aussi puissant. C'est que même pendant que tu dors, pendant que tu es aux toilettes ou même pendant que tu es en train de faire l'amour, boum, tes business en ligne, ils sont en train de décoller comme pas possible. Ils bossent pour toi et pendant que tu dors ou que tu es ailleurs, tu as quelqu'un qui est en Asie qui achète ton produit, tu as quelqu'un qui est aux États-Unis qui achète ton produit et ça s'arrête jamais. Donc c'est décorrélé en fait du nombre d'heures que tu passes. Et voilà, c'est pour ça que je dis le bouquin de Darren Hardy, l'effet cumulé. Franchement, moi je pense que c'est un must à lire.
Tu vois, c'est drôle parce que je sais pas si on a encore un peu de temps. Je veux pas, je sais pas combien de temps. Oh là là, on les aura saoulés. Les amis, si jamais vous avez vraiment aimé ce contenu, si déjà vous êtes encore là, sincèrement, à ce moment-là du podcast, déjà bravo, parce que ça veut dire que vous avez le bon état d'esprit, sincèrement, pour réussir sur le long terme. Je le dis très sincèrement, c'est pas pour jeter des fleurs à Patrick, mais si jamais vous êtes encore là, ici, au moment où vous entendez cette phrase-là, c'est vraiment que vous avez le bon état d'esprit, parce que ça veut dire que vous avez faim, vous avez la dalle, et vous avez vraiment envie de réussir. Donc franchement, si vous avez bien apprécié tous les conseils qu'on vous a donnés jusque-là avec Patrick, parce que je pense qu'il y a plein de petites pépites. D'ailleurs, je pense que le podcast, je vais l'envoyer à mon assistant, je vais dire écoute bien tout ce que je raconte dedans. Il y aura des petites pépites. Donc si vous avez bien aimé tout ça, vous mettez un commentaire 5 étoiles à Patrick et moi. Et juste pour te terminer là-dessus, Patrick, tu vois, il y a quelques jours, j'étais dans une des ruelles passantes les plus fréquentées de Casablanca. Et en fait, c'est une ruelle où tu as quasiment toutes les grandes entreprises qui sont par là-bas. Donc tu as énormément de salariés qui passent devant en fait dans cette ruelle-là. Et en fait, dans cette ruelle-là, je suis tombé vraiment par hasard en fait sur un vendeur à la sauvette. Tu vois, il avait un espèce d'étalage et il vendait en fait plein de livres. Mais il vendait plein de livres. Il en avait, je pense, allez, peut-être une bonne cinquantaine. C'était des livres pirates. Je sais pas si tu sais que ça existe, mais en tout cas au Maroc, il y a des livres pirates. Ça veut dire que les gars, ils récupèrent des PDF, ils les impriment, ils les revendent et malgré tout, ça reste quand même rentable pour eux. Donc à une certaine époque, on vendait des DVD pirates. Maintenant, on est revenu aux livres pirates. Tu vois, on revient aux fondamentaux. Non, c'est vrai. Tu vois, les gars, maintenant, ils disent du commerce. Mais c'est vraiment incroyable parce qu'en fait, avant, on vendait des DVD pirates et tu te rends compte que maintenant, par exemple, sur les nouveaux Mac, t'as plus de lecteur CD, tout ça. Maintenant, c'est tellement digital que tu t'embêtes plus avec un CD. Donc, les gars sont revenus au basique et ils vendent en fait des livres au format papier. Et je suis passé vraiment par hasard pour voir ce qu'ils proposaient et c'était incroyable parce que ce gars, il avait mais vraiment tous les fondamentaux à lire. Tu vois, Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Celui-là, c'est un super bouquin aussi, il faut le lire. Enfin bref, il avait vraiment tous les fondamentaux. Et d'ailleurs aussi, je crois qu'il avait l'effet cumulé, il avait Ego is the Enemy, l'art subtil de n'en avoir rien à foutre. Il avait état d'esprit. T'as fini par faire ta liste, Ouais, hein, tu voulais pas c'est faire ta clair. liste Non, dans mais ta c'est clair. Mais c'est dingue, c'est dingue. Ouais, faut que je me calme. Non, mais tu m'as chauffé. Moi, les livres, il faut pas me chauffer. En tout cas. Ok, super. Donc voilà. On mettra. Bon, promis, tu m'envoies la photo de ta bibliothèque. Je mettrai tous les liens. Je vais l'arranger un peu avant. La bibliothèque. Je crois que je mettrai un lien vers mon blog où je mettrai la bibliothèque de Gaston Lestienne. Carrément, je te jure. Ok, voilà. Ok, je passe sur autre chose. Est-ce que du coup, est-ce qu'il y a des YouTube ou des podcasts que tu écoutes? Bon, t'as parlé de Russell Brunson, mais j'imagine que tu regardes tout son contenu. Mais est-ce qu'il y a d'autres gens également que tu suis un petit peu sur YouTube ou en podcast? Écoute, ouais, il y a donc la chaîne YouTube de Trans-Formation, donc c'est celle de Steve dont je t'ai parlé. J'aime beaucoup le contenu qu'il propose. Donc en termes de YouTube, il y a celle-ci. Après, j'aime beaucoup Marketing Mania de Stan Leloup, son podcast. On s'en parlait, je crois aussi au début, avant l'épisode. Ça, j'aime bien. Il y a aussi une personne que j'aime beaucoup écouter son contenu, même si je suis pas du tout toujours d'accord avec elle. Mais j'écoute quand même son contenu. En fait, des fois, je suis tellement pas d'accord avec elle, je me dis mais pourquoi t'écoutes son contenu? Et en fait, après, je me dis mais c'est pas grave parce que ça me permet de me rappeler et aussi de comprendre pourquoi est-ce que des fois je suis pas d'accord avec un tel et de me rappeler aussi de leurs arguments, tu vois. Mais je te donne un exemple. Mais c'est quoi? C'est le podcast de Karl Marx? Non, pas du tout. Non, en fait, c'est podcast de Jean Rivière, qui est aussi d'ailleurs un de mes mentors et qui a fait que j'ai démarré aussi dans le business en ligne. J'aime beaucoup ce qu'il produit. Je suis pas tout le temps d'accord avec lui, mais sincèrement, j'apprécie énormément en fait, tu vois, d'écouter son podcast et tout. En plus, c'est quelqu'un qui a une énorme force de remise en question. Tu vois, il va dans une direction parce qu'il se fait kiffer, il a envie d'essayer, de voir ce que ça donne. Après, il a envie d'essayer de nouvelles choses, donc il va vers un nouveau format. Après, il a envie d'essayer un autre, il va encore vers un autre format. Donc il y a ça. Après, j'écoute qui d'autre? J'ai beaucoup écouté Nouvelle École avant d'apprendre que c'était fini. Donc bon, petite tristesse, mais sincèrement, Nouvelle École, je pense qu'il faut l'écouter. Et notamment, je pense le podcast interview qu'il a fait avec Oussama Ammar, où il y avait une punchline de ouf quand il disait le but ce n'est pas de vivre, le but c'est d'être légendaire. Et quand tu entends cette phrase-là, tu te dis waouh, tu te dis est-ce que on est juste là sur Terre pour nous faire un petit peu kiffer et après mourir comme si de rien n'était, ou alors est-ce que tu as envie de laisser une trace de ton passage et comment est-ce que tu impactes le monde autour de toi? Donc ça, je me rappelle, ça m'avait beaucoup marqué.
Et voilà, je pense que c'est les principaux en tout cas c'est les principaux que j'écoute, on va dire Marketing Mania, Jean Rivière, Trans-formation, et après c'est beaucoup de formations en ligne mais que j'écoute au format MP3. Super. Mais écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Je pensais pas qu'on arriverait à la fin de cet épisode d'ailleurs. Merci beaucoup Gaston, c'était vraiment très intéressant et t'es vraiment un personnage riche en couleurs que j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais donner un dernier conseil à nos auditeurs qui souhaitent en fait se lancer, qui souhaitent découvrir l'entrepreneuriat ou simplement développer des activités, développer leur personne, à trouver du temps, etc. Quel conseil, le dernier conseil que tu donnerais? Moi, le conseil que je pourrais leur donner, c'est que personne ne te doit rien, en fait. Tu vois, personne ne te doit rien. Si tu veux un truc, tu te lèves et tu vas le chercher. Je vais pas te tomber dans le pitch dev perso ou quoi, mais ça, à partir du moment où tu l'as compris, voilà, si t'as envie, tu peux aller manifester, tu peux faire grève, tu peux te mentir à toi-même si t'as envie de te poser un arrêt maladie pour juste rester au lit. Mais personne ne te doit rien, ni l'État, ni tes parents, ni tes clients, ni rien du tout. Si tu veux un truc, faut que tu te lèves, il faut que tu ailles le chercher, quoi. Et pour moi, ça se limite à ça. Et si jamais t'as pas encore eu en fait cet électrochoc qui fait que voilà, t'es déterminé à te lever à 4h30 du matin pour bosser sur tes business en ligne, c'est que t'en ressens peut-être pas encore le besoin, ou peut-être en tout cas que t'as pas encore mis les mots sur la motivation nécessaire qu'il te faut. Mais crois-moi que le jour où t'auras eu cet électrochoc-là, d'accord, ou en tout cas où t'auras réalisé ça, tu te donneras vraiment les moyens d'y arriver. Parce que les gens, ils disent, ouais, mais tu sais, 4h30 du matin, c'est quand même tôt et tout, même 6h, c'est un petit peu tôt. Je leur dis, ouais, mais c'est cool. Bah, dans ce cas-là, reste au lit. T'es peut-être pas assez déterminé. Quand le truc, il te tiendra à cœur, si jamais quelqu'un, il met un gun sur la tempe de tes parents ou de ton fils en te disant, t'as 1 mois pour faire le 1 000 000 d'euros, crois-moi que tu vas te lever, tu vas bouquiner tous les livres, tu vas torcher toutes les formations et ton business en ligne, tu vas le lancer, tu vas mettre de la pub et tu feras le million, tu vois. Bon, en 1 mois, j'exagère, mais tu te donneras vraiment les moyens, en tout cas, d'y arriver. Donc, le conseil que je donnerais, c'est franchement de comprendre ça, en fait. Personne ne te doit rien. Il y a que toi qui es responsable de toi-même. Et après, finir là-dessus, quoi. Ne laisse pas tes peurs définir qui tu es, car la vie est un jeu où tout est possible. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai 1 heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 € sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.developpementroyal.com. Si vous êtes à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous aussi, vous voulez apprendre à vous organiser pour gagner du temps, devenir efficace pour pouvoir lancer un business ou simplement pour vous développer dans votre vie, alors je vous invite à vous inscrire à ma prochaine formation Super Organisé. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.developpementroyal.com.